Elle avait 48 heures pour sauver tout ce que son mari avait construit en mourant. Et l'homme qui essayait de le lui prendre rédigeait déjà l'acte de propriété à son propre nom. Veuve à 29 ans, seule sur 10 000 acres de terre mourante du Montana, Evelyn Mercer n'était pas censée tenir une seule saison. Les banques ne croyaient pas en elle. La ville ne la soutenait pas, et les hommes qu'elle embauchait n'arrêtaient pas de partir. Mais elle est restée. Si vous vous êtes déjà battu pour quelque chose que tout le monde vous disait d'abandonner, cette histoire est pour vous. Restez jusqu'à la fin. Appuyez sur le bouton j'aime et laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous regardez. Je veux voir jusqu'où cette histoire voyage. Le matin où Thomas Mercer fut enterré, le ciel ne prit pas la peine de devenir gris. Il resta bleu, vaste, indifférent, presque offensant dans sa beauté. Pendant que 6 hommes descendaient un cercueil en pin dans la terre, sur la crête est du ranch, qu'il avait passé 14 ans à construire de ses mains, Evelyn se tenait au bord de la tombe dans une robe noire qui avait appartenu à sa mère, regardant la terre tomber, et elle ne pleura pas. Non pas parce qu'elle n'était pas brisée, mais parce qu'elle avait déjà passé 3 nuits à le faire, seule dans le noir, et il ne restait plus rien à exprimer. Thomas était mort comme les hommes de la frontière mouraient souvent. Soudainement, sans cérémonie, et au pire moment possible. Un cheval l'avait projeté lors d'une course de routine le long du ruisseau. Il s'était cogné la tête sur un rebord rocheux et n'avait jamais repris connaissance. Le médecin du ranch arriva de Billings 2 jours plus tard et lui dit ce qu'elle savait déjà. « Je suis désolé, Madame Mercer, dit-il, tenant son chapeau à 2 mains. Personne n'aurait rien pu faire. » Elle hocha la tête comme si cela avait un sens. Ça n'en avait pas. Ce que Thomas laissait derrière lui, c'était ceci. 10 040 acres de prairies du Montana. Un troupeau d'environ 800 têtes de bétail. Une baraque qui sentait le vieux cuir et le tabac. Une maison principale avec un toit qui fuyait sur l'aile est. Une dette sur la clôture du pâturage sud qui n'était pas remboursée. Et un contremaître nommé Walt Gibbs qui avait 61 ans et boitait à cause d'une chute qu'il avait faite 5 hivers plus tôt. Ce que Thomas ne laissait pas derrière lui, c'était un fils, un frère, un partenaire. N'importe qui avec un nom de famille que les gens de Larks Valley reconnaîtraient comme ayant du poids. Juste Evelyn. Le matin après les funérailles, elle se réveilla avant l'aube, enfila ses bottes de travail et se dirigea vers la grange principale. 3 des ouvriers étaient déjà en train de seller leurs chevaux. Elle les reconnut. Ray Dunnell, Cal Hooper et un jeune homme nommé Pete, dont elle n'avait jamais vraiment retenu le nom de famille. Ils levèrent les yeux quand elle entra, et le silence qui suivit était du genre qui disait tout sans qu'un mot ne soit prononcé. « Où allez-vous » demanda-t-elle. C'est Ray qui répondit. Elle l'avait toujours considéré comme un homme assez décent. Il avait travaillé au ranch pendant 2 ans. Il regarda le sol en parlant, ce qui, elle le déciderait plus tard, était au moins mieux que de la regarder dans les yeux pour le dire. « Madame Mercer, je n'ai aucun manque de respect pour vous ou pour Thomas. Mais j'ai une famille, et un ranch sans homme à sa tête. » Il fit une pause, s'éclaircit la gorge. Ce n'est pas le genre d'endroit où un homme se sent en sécurité pour son salaire. « Votre salaire est le même que la semaine dernière, dit-elle. « Oui, madame, mais la semaine dernière, Thomas était là. » Elle se tenait là, dans l'embrasure de la porte de la grange, regardant la poussière se déposer sur le foin. Elle voulait dire quelque chose de tranchant, quelque chose qui couperait à travers la stupidité de la logique qu'on lui présentait. Au lieu de cela, elle dit « Très bien, prenez ce qui vous est dû auprès de Walt avant de partir. » Ils partirent avant midi. Walt Gibbs la trouva près de la clôture cet après-midi-là. Elle vérifiait les brèches dans le fil de fer le long du pâturage sud, comme Thomas le faisait tous les 3 jours. « Ray et les garçons sont partis, dit-il, bien qu'elle le sût déjà. Je sais. Nous n'avons plus que 4 hommes maintenant, moi y compris. » Il fit une pause. « Et ma hanche me fait mal depuis mars. » Elle garda les yeux sur la clôture. « Combien de temps pouvons-nous tenir à 4 ?» Walt se gratta la nuque. C'était le genre de vieux rancher qui pensait en saison, pas en jour, et elle avait toujours apprécié cela chez lui. Jusqu'en septembre peut-être, si nous ne poussons pas le troupeau plus au nord, et si nous laissons le pâturage et se reposer. Mais l'hiver nécessitera au moins 8 ou 10 hommes, des bons. Et nous avons un problème d'eau. Elle se tourna pour le regarder. Quel genre de problème d'eau? Il retira son chapeau et le tint contre sa poitrine. Le ruisseau coule bas, pas au niveau de la sécheresse, pas encore, mais plus bas qu'il ne le devrait pour cette période de l'année. Je l'observe depuis 2 semaines. Je ne voulais rien dire avant que Thomas, il s'interrompit.
détourna le regard. « Eh bien, je le dis maintenant. » Evelyn regarda le paysage, la vaste étendue d'or brun sous le soleil d'août, le scintillement de la chaleur sur les collines à l'ouest. Elle pouvait sentir sa sécheresse. La façon dont la terre se craquelait sur les bords de la piste des chariots. La façon dont l'herbe près du ruisseau se courbait sur le côté au lieu de se tenir droite comme elle le devrait. « Je vais devoir embaucher, dit-elle. Oui. Et il vous faudra des hommes qui resteront vraiment. » Walt hocha lentement la tête. C'est la partie la plus difficile. La ville de Larkspur se trouvait à 14 miles à l'est du ranch. Assez petite pour que tout le monde connaisse votre nom. Assez grande pour que les rumeurs se déplacent plus vite que le courrier. Moins d'une semaine après la mort de Thomas, Evelyn avait déjà entendu 3 versions différentes de ce qu'elle était censée faire du ranch. Le vendre à une société foncière de Billings, épouser le banquier veuf Ellsworth Crane, ou simplement s'effondrer sous la pression et laisser la banque réclamer ce qui restait. Elle conduisit elle-même le chariot un jeudi matin. Elle l'attacha devant le magasin d'aliments pour bétail et se dirigea directement vers le tableau d'affichage près du bureau de poste, où les hommes cherchant du travail laissaient parfois leur nom. Il y en avait 2. L'un était un garçon qui ne pouvait pas avoir plus de 17 ans. L'autre n'indiquait aucun nom, juste ouvrier expérimenté, disponible immédiatement. Elle embaucha le garçon sur le champ. Il s'appelait Danny Puit, et il était enthousiaste comme seuls les jeunes hommes sans meilleures options peuvent l'être. L'autre nom s'avéra appartenir à un homme qui avait déjà quitté la ville. Elle se tenait devant le tableau, examinant ses options, quand une femme nommée Clara Bates s'approcha d'elle. Clara tenait le magasin de produits secs avec son mari et connaissait Evelyn depuis des années. Pas des amis proches, exactement, mais le genre de voisine en qui vous aviez confiance parce qu'elle ne vous avait jamais donné de raison de ne pas le faire. « Tu cherches des hommes, » dit Clara. Ce n'était pas une question. « Oui. » Clara hésita. « Evelyn, je dois te dire quelque chose, et j'espère que tu me le pardonneras. Dis-le. Les gens parlent de Victor Hale. » Evelyn garda les yeux sur le tableau d'affichage. Victor Hale possédait les 3 ranchs au nord et à l'ouest du sien. Combinés, il faisait probablement 4 fois sa superficie. Il avait 60 ans, ne s'était jamais marié, et avait la réputation d'acquérir des terres comme d'autres hommes acquièrent des meubles. Régulièrement, sans sentiment, et souvent quand quelqu'un d'autre ne voulait pas y renoncer. « Ils peuvent parler de lui, » dit Evelyn. « Ils disent qu'il s'est déjà renseigné sur les terres Mercer. » La voix de Clara baissa, auprès de la banque. Evelyn se tourna pour la regarder alors. « Quand ?»« 1 semaine avant le décès de Thomas. » Clara pinça les lèvres. « Je ne sais pas ce que ça signifie exactement, mais je pensais que tu devais le savoir. » Elle était presque de retour au chariot quand elle le vit pour la première fois. Il était assis sur le bord de l'abreuvoir, devant l'écurie. Pas de manière théâtrale, ni d'une façon qui attire l'attention. Juste un homme, assis. Il avait un sac en cuir usé par terre à côté de lui, un chapeau baissé, et cette sorte d'immobilité qui ressemblait moins à de la paresse qu'à un homme qui avait appris à ne pas gaspiller de mouvement pour des choses qui n'en avaient pas besoin. Elle ne lui aurait prêté aucune attention, sauf que Walt était avec elle, et Walt s'arrêta de marcher. « Ce type-là, » dit Walt doucement, « je l'ai vu travailler. Pour l'équipe de Birchwood il y a 3 ans. Il a géré une transhumance à travers la chaîne Absaroka, avec une équipe 2 fois plus petite que ce qu'ils auraient dû avoir. » Walt fit une pause. « Il est bon, Evelyn. Silencieux, mais bon. » Elle étudia l'homme un instant. Il n'avait pas levé les yeux. Ses bottes étaient usées au talon, mais le cuir était entretenu. Ses mains, posées sur ses genoux, étaient le genre de mains qui avaient travaillé. « Que s'est-il passé avec l'équipe de Birchwood » demanda-t-elle. « Je ne sais pas. Il est parti. »« Pourquoi ?»« Ça non plus, je ne sais pas. » Elle s'approcha. Il leva les yeux quand elle fut assez proche pour que ce soit impoli de ne pas le faire. Son visage était difficile à dater. Quelque part dans la mi-trentaine peut-être. Avec des yeux sombres qui la dévisagèrent sans la lueur habituelle de surprise ou de condescendance à laquelle elle commençait à s'habituer de la part des hommes de cette ville. Il la regarda simplement, calme et stable, comme on regarde quelqu'un qu'on est prêt à écouter. « Je suis Evelyn Mercer, » dit-elle. « Je dirige le ranch Mercer près de Larkspur Creek. Je cherche des ouvriers expérimentés. » Il hocha la tête une fois. « Cole Ashford. Walt me dit que vous avez mené des transhumances en terrain difficile. » « Quelques-unes. Je ne prétendrai pas que la situation est simple, dit-elle. Mon mari est décédé il y a 2 semaines.
3 de mes hommes sont partis. Le ranch est sous pression. Je n'entrerai pas dans les détails au milieu de la ville. Je peux vous payer un salaire juste, vous donner une couchette et des repas. Mais je ne vous mentirai pas sur ce dans quoi vous mettriez les pieds. Il la regarda longuement. Quelque chose bougea derrière ses yeux sombres, mais elle ne put le nommer. « Quand avez-vous besoin d'une réponse ?» demanda-t-il. « J'en voudrais une maintenant. Un temps. »« D'accord, » dit-il. Il se pencha et ramassa le sac en cuir. « Je pars avec vous. » Elle ne s'était pas attendue à ça, à cette simplicité. La plupart des hommes posaient une douzaine de questions de plus. Il n'en avait posé aucune. Cole Ashford parla très peu sur le chemin du retour au ranch. Evelyn avait appris à ce moment-là que le silence chez un homme pouvait signifier 2 choses. Soit il n'avait rien d'intéressant à dire, soit il était le genre de personne qui ne parlait que lorsqu'il avait quelque chose de réel à offrir. Elle n'était pas encore sûre de quel genre il était. Walt chevaucha à ses côtés une partie du chemin, et elle remarqua que Cole posa une question. « Juste une, quelque part le long de la route de la vallée. »« Le ruisseau sur la propriété, » dit-il. « C'est celui qui descend de la crête nord, Larks Creek. »« Oui, » dit Walt. « Il descend d'abord à travers les terres de Hale, puis traverse le pâturage inférieur du côté nord. » Cole hocha la tête, ne dit rien de plus. Quand ils arrivèrent au ranch, elle lui fit elle-même la visite. La grange, la baraque, la situation de l'abreuvoir, le nombre de bêtes, la clôture du pâturage sud qui nécessitait encore du travail, l'aile et de la maison où le toit fuyait s'il pleuvait fort. Elle lui montra les outils, lui montra les chevaux, lui montra les livres sans les chiffres qui l'embarrasseraient. Il marchait, regardait et écoutait sans l'interrompre. Finalement, debout au bord du pâturage nord, où l'herbe était la plus fine, il s'accroupit et enfonça 2 doigts dans la terre. « Ce sol est sec depuis plus longtemps que la sécheresse ne le justifie, » dit-il. Elle le regarda. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Il se releva, épousseta la terre de ses doigts. Il regarda vers le nord, vers la crête, vers la direction d'où venait le ruisseau. « Ça veut dire que l'eau qui devrait descendre de ce ruisseau n'arrive pas ici comme elle le devrait. » Walt a dit qu'il coulait bas. Il n'est pas seulement bas, il fit une pause. Quelque chose le ralentit en amont. Evelyn sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pas tout à fait de la peur, pas tout à fait de la colère. Le sentiment spécifique d'un problème qui s'agrandit juste au moment où l'on pensait en avoir compris la taille. « Pouvez-vous le prouver ?» dit-elle. « Pas encore, dit-il. Il faudrait que je remonte le cours du ruisseau. »« Alors remontez-le, dit-elle. Les premières semaines furent brutales, comme le travail acharné l'est toujours. Pas dramatique, juste implacable. Cole travaillait d'avant l'aube jusqu'après la tombée de la nuit. Et pas de la manière dont les nouvelles recrues le font pour faire bonne impression. Il travaillait comme un homme qui avait une idée précise en tête et qui faisait correspondre la terre à cette idée. Il répara la clôture sud en 3 jours, alors que Walt avait estimé qu'il faudrait 1 semaine et demie. Il réorganisa la rotation du troupeau pour que le bétail ne surpâture pas le pâturage ouest déjà stressé. Il travaillait aux côtés de Danny Puitt, sans le prendre de haut, ce que Danny remarqua et qui fit travailler le garçon plus dur qu'il ne l'aurait fait autrement. Les autres ouvriers restants, 2 frères nommés Samuel et Hector Vance, observaient Cole comme des hommes observent quelqu'un dont ils n'ont pas encore décidé quoi penser, avec une évaluation prudente. Le 3e soir, Samuel vint trouver Evelyn dans la maison. « Vous voulez me dire qui est cet homme ?» dit Samuel. Il n'était pas hostile, juste direct. « Je vous ai dit son nom, » dit-elle. « Cole Ashford. D'où vient-il » Il ne l'a pas dit. Samuel serra la mâchoire un instant. Il sait ce qu'il fait. Ça c'est clair. Il connaissait la rotation des pâturages sans que je la lui explique. Il l'avait déjà comprise quand je lui ai montré le plan du pâturage et... Ce n'est pas courant. Non, convint Evelyn. Ce n'est pas courant. Je me demande juste s'il y a quelque chose derrière tout ça que nous devrions savoir. S'il y a quelque chose, dit-elle, il nous le dira quand il pensera que nous devons le savoir. Samuel réfléchit à cela, hocha lentement la tête. D'accord, dit-il, et il retourna à la baraque. Cole a longé le ruisseau un dimanche, le seul jour où elle accordait à l'équipe quelque chose qui ressemblait à un demi-repos. Il partit à la première lueur et revint en début d'après-midi. Et quand il attacha son cheval devant la grange, sa mâchoire était serrée d'une manière qu'elle commençait à reconnaître. Il la trouva dans la maison principale, en train de vérifier les comptes d'aliments. « Asseyez-vous, dit-elle, car elle pouvait déjà deviner que ce n'était pas bon. Il s'assit en face d'elle,
à la table de la cuisine. C'était la première fois qu'il entrait dans la maison. Il posa son chapeau sur la table à côté de lui. À environ 4 milles au nord d'ici, là où le ruisseau tourne vers l'est avant d'atteindre la crête, dit-il. Quelqu'un a construit une déviation, pas une déviation naturelle, du bois et de la pierre empilés délibérément. Ça détourne peut-être un tiers du débit vers un canal secondaire qui se dirige vers les terres de Hale. Le silence qui suivit fut très calme. Un tiers, dit-elle. Au moins, ça pourrait être plus d'ici fin septembre si le débit naturel baisse encore. Evelyn posa le stylo qu'elle tenait. Elle regarda les comptes sur la table, les chiffres qu'elle se battait pour faire fonctionner depuis des semaines. Des chiffres qui supposaient que le troupeau pourrait se maintenir jusqu'à l'automne. Des chiffres qui nécessitaient assez d'eau. Victor Hale, dit-elle. Je n'en suis pas certain, dit Cole. La déviation se trouve à la limite de ce qui pourrait être un territoire contesté, près de la ligne de démarcation. Difficile à dire sans voir les titres de propriété originaux qui possèdent cette parcelle. Je sais qui possède cette parcelle, dit-elle. Thomas a déposé le relevé lui-même en 1882. Cette rive du ruisseau du côté nord est une terre Mercer sur 6 miles. Cole la regarda dans les yeux. Alors quelqu'un a construit une structure sur votre terrain, sans votre connaissance ni votre permission. Oui, dit-elle, c'est ce qu'ils ont fait. Elle se leva de la table, se dirigea vers la fenêtre et regarda le pâturage nord, l'herbe fine et sèche. Le bétail qui avait besoin de plus d'eau qu'il n'en recevait. Combien de temps avons-nous, dit-elle, avant que ça compte vraiment pour le troupeau. Cole y réfléchit honnêtement. Elle apprécia qu'il ne se précipite pas pour donner une réponse rassurante. 6 semaines, dit-il, si nous sommes prudents. Si nous déplaçons le bétail du sud vers le pâturage du ruisseau maintenant et réduisons le nombre total de têtes pour l'eau. Mais après 6 semaines, il ne termina pas la phrase. Après 6 semaines, nous perdons du bétail, dit-elle. Oui. Elle se détourna de la fenêtre. Son visage était calme. Le genre de calme qui n'est pas l'absence d'émotion, mais sa gestion. Alors nous avons 6 semaines pour régler ça, dit-elle. Cole hocha la tête. Oui, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose, dit-elle. Elle le regarda directement, de la manière dont elle avait appris à regarder les hommes quand elle avait besoin qu'ils l'écoutent vraiment. Victor Hale est l'homme le plus puissant de cette vallée depuis 20 ans. Il achète ce qu'il veut et attend ce qu'il ne peut pas acheter. Il pensait que la mort de Thomas ferait l'attente pour lui. Elle fit une pause. Il avait tort. Cole soutint son regard. Son expression ne changea pas, mais quelque chose derrière changea. Quelque chose de posé, de résolu. « Je comprends, dit-il. « Bien, dit-elle. Alors, trouvons ce que nous allons faire à ce sujet. » Dehors, le vent soufflait dans l'herbe sèche du pâturage nord. Le ruisseau coulait plus bas qu'il ne le devrait. Le soleil se couchait derrière les collines de l'ouest, et l'ombre qu'il laissait était longue et sombre sur la terre. Mais la maison était éclairée, et les gens à l'intérieur n'abandonnaient pas. Cette nuit-là, pour la première fois depuis la mort de Thomas, Evelyn Mercer s'assit à la table de la cuisine et ne se sentit pas entièrement seule. Elle ne faisait pas encore confiance à ce sentiment. Il était trop nouveau, trop fragile, le genre de chose qui se brise si on le nomme trop tôt. Mais il était là, quelque chose de petit et d'obstiné dans sa poitrine, comme une braise qui garde la chaleur après que le feu s'est éteint. Elle rangea les comptes d'aliments, prit une note sur le titre de propriété foncière, écrit de la main de Thomas, qu'elle devrait trouver dans les dossiers du bureau. Vérifia la serrure de la porte par habitude. Puis elle alla se coucher et dormit 4 heures sans rêver. Pour elle, à ce moment-là, c'était suffisant. Le titre de propriété foncière se trouvait dans le 3e tiroir du bureau de Thomas, plié à l'intérieur d'une pochette en cuir qui sentait le tabac et la vieille encre. Evelyn le trouva le lendemain matin avant que quiconque ne soit levé, assise au bureau de son mari dans la lumière grise de l'aube, avec une lanterne brûlant faiblement à côté d'elle. Elle étala le document sur le bureau et en lut chaque ligne 2 fois. Thomas avait été méticuleux. C'était l'une des choses qu'elle avait aimées chez lui et qu'elle avait parfois trouvée exaspérante. Il avait déposé le relevé original auprès du bureau foncier territorial en 1882. L'avait fait attester par 2 hommes dont elle reconnaissait encore les noms, et avait inclus une carte des limites dessinée à la main, qui montrait Larkspur Creek longeant le bord nord des terres Mercer sur exactement 6 miles et 400 yards avant de traverser vers la région des Crêtes qui bordait le territoire de Hale. La rive du ruisseau du côté nord,
Les deux rives sur les 4 premiers miles étaient des terres Mercer, aussi claires que tout ce qui pouvait être écrit sur papier. Elle le replia et le tint à 2 mains. Le papier, elle le savait, n'était aussi solide que les gens prêts à le défendre. Elle le mit de côté et alla faire du café. Cole était déjà dans la grange quand elle sortit 1 heure plus tard, remplaçant une planche fissurée sur l'auge avec le genre de calme concentré qu'elle avait remarqué être simplement son état naturel. Il n'exécutait pas le travail. Il le faisait, tout simplement. « J'ai trouvé le titre de propriété foncière », dit-elle depuis l'embrasure de la porte de la grange. Il posa la planche et la regarda. « Et le ruisseau est à nous, les 2 rives, côté nord inclus, sur les 4 premiers miles. La déviation que vous avez trouvée se trouve sur les terres Mercer. » Il s'essuya les mains sur son jean. « Qui est le registraire foncier du comté? » « Un homme nommé Fitch. Gerald Fitch. Il est au bureau de Larks depuis 15 ans. Est-ce l'homme de Hale? » Elle y réfléchit honnêtement. « Je ne sais pas. Il a toujours été assez civil avec Thomas. Mais la civilité ne signifie pas grand-chose quand il y a de l'argent en jeu. » Elle fit une pause. Thomas disait toujours que Fitch était le genre d'homme qui se rangeait du côté de celui qui était debout. Cole regarda au-delà des portes de la grange, vers le pâturage nord. La lumière du matin entrait, plate et pâle, et l'herbe là-bas la captait sans briller. L'herbe sèche ne brillait jamais comme l'herbe mouillée. « Nous devons documenter la déviation, » dit-il. « Avant de faire quoi que ce soit de légal, avant de parler à qui que ce soit en ville, nous avons besoin de preuves physiques, qu'elle existe et qu'elle est délibérée. Vous avez dit que vous l'aviez vue. Je l'ai vue. Ce n'est pas la même chose qu'une preuve. » Il ramassa la planche. « Je veux y retourner avec des mesures, des croquis. S'il y a des marques d'outils sur le bois, ça compte. S'il y a des traces récentes à proximité, ça compte. » Il la regarda. « Savez-vous dessiner ?» Elle cligna des yeux. Passablement. « Bien. Venez avec moi cet après-midi. » Ce n'était pas exactement une question, mais ce n'était pas un ordre non plus. C'était quelque part entre les deux. Comme une suggestion venant de quelqu'un qui a déjà pensé 3 coups d'avance sur vous. « D'accord, » dit-elle. Ils partirent après le repas de midi, juste tous les deux, suivant le cours du ruisseau vers le nord à travers l'herbe, au bord brun du pâturage supérieur. Le ruisseau lui-même était assez étroit, pour qu'on puisse le sauter à quelques endroits. Pas étroit comme en période de sécheresse, pas étroit comme un banc de sable, mais bas et lent d'une manière qui ne correspondait pas à la saison. Août aurait dû voir cette eau bouger avec une certaine intention. Au lieu de cela, elle rampait. Cole les mena hors du sentier principal à environ 3,5 miles plus haut, là où le ruisseau tournait vers l'est autour d'un affleurement de calcaire bas. Il avait marqué l'endroit dans sa mémoire, comme le font les hommes qui passent leur vie à naviguer en terrain découvert. Pas avec des points de repère que l'on nommerait sur une carte, mais avec la sensation de la terre qui change sous le cheval. Quand elle la vit, elle comprit immédiatement pourquoi il l'avait qualifiée de délibérée. La déviation n'était pas grossière. C'est la première chose qui la frappa. Quelqu'un n'avait pas simplement jeté des roches et des broussailles à travers un canal un après-midi paresseux. La structure était construite. Du bois entaillé empilé avec le genre de soin qui parlait de planification, de savoir ce que l'on voulait que l'eau fasse et de s'assurer qu'elle le fasse. Elle déviait le flux du canal principal du ruisseau vers un cours secondaire peu profond qui courbait vers le nord-ouest, directement vers la région des crêtes du côté de Hale. Evelyn se tint au bord un long moment sans parler. « Ça a pris du temps, » dit-elle finalement. « Des jours, au moins, » dit Cole. Il était déjà accroupi près de la base de la structure, examinant où le bois rencontrait le lit du ruisseau. « Vous voyez ces entailles? Ce n'est pas de l'improvisation de pionnier. Quelqu'un savait comment faire ça correctement. Ce qui signifie que ça n'a pas été fait par un seul homme. »« Non, » dit-il, « et ça n'a pas été fait récemment. Regardez les marques de la ligne d'eau sur le bois ici. Ça a séjourné dans ce ruisseau assez longtemps pour se tacher. » Il se leva et la regarda. Des semaines, peut-être plus. Evelyn sortit le carnet qu'elle avait apporté et commença à dessiner. La forme de la structure, l'angle du canal de déviation, la position par rapport au coude du ruisseau et à l'affleurement de calcaire. Elle n'était pas rapide, mais elle était précise. Thomas avait toujours dit que son sens du détail était meilleur que le sien. Elle dessina jusqu'à ce que sa main ait des crampes, puis continua de dessiner. Cole parcourut le périmètre pendant qu'elle travaillait. Il vérifiait le sol autour de la structure, suivait le canal de déviation vers le nord-ouest sur une courte distance,
jusqu'à l'endroit où il se jetait dans un large bassin peu profond qui collectait clairement l'eau redirigée, avant de la libérer plus bas sur les terres de Hale. Il revint avec l'air d'un homme dont le soupçon avait été confirmé d'une manière qui ne le rendait pas heureux d'avoir eu raison. « Il y a un bassin de rétention, dit-il, à 200 yards plus haut, doublé de plus de bois et de pierres. Ce n'est pas seulement dévier l'eau, c'est la collecter, la stocker. » Elle arrêta de dessiner. « Pourquoi faire? Le pâturage sud de Hale, dit-il. Je l'ai traversé une fois il y a 2 ans en passant. C'est la partie la plus sèche de ces terres. Ça l'a toujours été. S'il prend votre eau et la stocke, il alimente son pâturage sud, dit-elle. Pendant l'été et jusqu'à l'automne, pendant que le vôtre s'assèche. » Elle baissa les yeux sur le croquis dans son carnet, sur la ligne soignée qu'elle avait tracée d'une structure qui tuait son ranch, une semaine sèche à la fois. « Il n'a pas seulement prévu d'attendre que nous échouions, dit-elle, et la fermeté de sa voix la surprit même elle. Il a prévu de nous faire échouer. » Cole ne dit rien. Il n'y avait rien à dire à cela qui aurait pu améliorer les choses. Elle ferma le carnet. « Rentrons, dit-elle. » Le trajet de retour fut plus silencieux que l'aller. Pas inconfortable, juste le silence de 2 personnes partageant la même lourde connaissance et ne sachant pas encore quoi en faire. À environ 1 mile du ranch, Cole parla. « Avez-vous déjà eu affaire à un avocat? Pour une affaire foncière? » Thomas a utilisé un homme nommé Aldrich de Billings, Calvin Aldrich. Il s'est occupé du transfert de l'acte de propriété original quand Thomas a acheté les acres du pâturage sud en 1884. Est-il fiable? Thomas lui faisait confiance. Elle fit une pause. Thomas était un bon juge des gens. Cole hocha la tête. Vous devez lui écrire ce soir. Ne dites pas tout dans la lettre. Dites-lui simplement qu'il y a un litige sur les droits d'eau avec un propriétaire voisin et que vous avez besoin de ses conseils. Demandez-lui quand il peut venir. Ça prendra 1 semaine au minimum, même avec le courrier rapide. Je sais, dit-il. Ce qui signifie qu'en attendant, nous ne touchons pas à cette déviation. Et nous ne disons pas un mot à qui que ce soit à Larkspur sur ce que nous avons trouvé. Elle le regarda. Même pas à Walt? Il y réfléchit. Walt est digne de confiance. Dites-le à Walt, mais à personne d'autre. Pas en ville, pas au magasin d'aliments, pas au bureau de poste. Pas à quiconque que vous pensez pourrait être neutre. Il fit une pause. Dans un litige avec Victor Hale, les gens neutres n'existent pas. Ils sont soit de son côté, soit ils ont peur de lui. Et les gens qui ont peur parlent. Elle pensa à Clara Bates, qui l'avait prévenue des enquêtes de Hale à la banque. Clara était une bonne femme, mais Clara avait aussi un mari et un commerce, dans une ville où Victor Hale avait une influence considérable. « Compris, dit-elle. » Ce soir-là, elle écrivit la lettre à Calvin Aldrich. Elle la garda précise et sans émotion, comme Thomas lui avait appris à écrire pour les affaires. Elle la scella, l'adressa et la posa sur la table près de la porte pour le courrier du matin. Puis elle s'assit un moment dans la cuisine silencieuse. La chose qu'elle n'avait pas dite à Cole, la chose qu'elle retournait encore dans son esprit, était ceci. Même si Aldrich venait et confirmait tout, même si la voie légale était claire et les preuves solides, une bataille juridique avec Victor Hale coûterait de l'argent. De l'argent que le ranch avait à peine. Un litige prolongé pourrait épuiser leurs réserves avant même la première audience. Hale le savait. Bien sûr qu'il le savait. Les hommes comme Victor Hale ne faisaient pas de mouvement sans réfléchir à toutes les couches de ce qu'ils faisaient. Elle s'était tellement concentrée sur l'eau, sur la déviation, sur la preuve, qu'elle n'avait pas pris le temps de penser à l'autre côté du piège. Elle était encore assise avec cette pensée quand elle entendit des bottes sur les marches du porche, puis un coup à la porte. 2 coups, espacés comme Cole frappait, pas Walt. Elle ouvrit. Il se tenait là, son chapeau à la main, ce qui, elle en était venue à le comprendre, signifiait qu'il apportait quelque chose qu'il voulait qu'elle prenne au sérieux. « J'ai réfléchi, » dit-il. « Entrez. » Il s'assit en face d'elle à la table de la cuisine, et elle remarqua qu'il commençait à se sentir moins déplacé là. Pas à l'aise, exactement, mais moins comme un homme assis quelque part, où il n'avait pas décidé s'il avait sa place. « Hale va découvrir que nous sommes allés à la déviation, dit-il. Peut-être pas cette semaine, mais bientôt. Un homme qui construit quelque chose d'aussi délibéré garde un œil dessus. Je sais, quand il le découvrira, il agira. Pas sur les terres, pas directement. Il agira sur vos finances. Il a déjà parlé à la banque une fois. Il le refera. » Cole posa son chapeau sur la table.
Y a-t-il une dette existante sur ce ranch en dehors du compte de la clôture? Elle le regarda fixement. C'était personnel, le genre de choses que l'on ne partage pas avec un ouvrier. Mais Cole n'agissait pas comme un ouvrier, et elle le savait depuis le deuxième jour. Il y a un billet sur l'acquisition du pâturage nord de 1886, dit-elle. Thomas a contracté un petit prêt pour acheter les acres supplémentaires. Ce n'est pas énorme, mais ce n'est pas remboursé non plus. La banque détient le papier. Quelle banque? La Larkspur Territorial. Qui la dirige? Ellsworth Crane. Elle observa son visage. Vous allez me dire que Crane est lié à Hale? Je n'en suis pas certain, dit-il en s'éclaircissant la gorge. Mais Hale a parlé à cette banque juste après la mort de Thomas. Ce n'est pas une coïncidence. Elle sentit la forme de la chose, puis la forme complète de ce qu'on lui faisait. Pas une menace. 3. L'eau volée, les finances étranglées, le coût légal de la lutte. Tout cela fonctionnant ensemble, chaque pièce aggravant l'autre. Il n'essaye pas de m'avoir à l'usure, dit-elle lentement. Il essaye de me faire m'effondrer d'un coup, de plusieurs directions. C'est comme ça que je le lis, dit Cole. Elle le regarda de l'autre côté de la table. À la lumière de la lanterne, son visage n'était que plan et ombre. Difficile à lire, comme le sont les visages quand quelqu'un a été prudent pendant longtemps sur ce qu'il montre. Pourquoi un homme avec vos compétences se retrouve-t-il assis sur un abreuvoir à Larks avec un sac de voyage et nulle part où aller, dit-elle. C'était la chose la plus directe qu'elle lui ait demandée sur lui-même. Elle s'attendait à moitié à ce qu'il esquive. Il ne le fit pas tout à fait. Il regarda la table un moment, puis de nouveau vers elle. « J'ai eu un endroit une fois, dit-il. Une petite exploitation près de la région de Yellowstone. Ça n'a pas duré. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai perdu, dit-il. Aussi simple que ça. Pas à cause de quelque chose de dramatique. Juste des choses qui ont mal tourné dans le mauvais ordre. Je n'ai pas pu me redresser. Je suis désolé, dit-elle, et elle le pensait. C'était il y a longtemps. Il ramassa son chapeau. Le fait est que je sais à quoi ça ressemble quand quelqu'un est pressé de tous les côtés à la fois. Je l'ai vu m'arriver à moi-même et je ne l'ai pas compris assez vite pour l'arrêter. Il se leva. Vous le comprenez. C'est déjà quelque chose. Il se dirigea vers la porte. Cole, dit-elle. Il s'arrêta. Merci d'être venu avec moi au ruisseau aujourd'hui. Elle fit une pause. Elle n'était pas toujours douée pour dire des choses qui n'avaient pas un cadre pratique, pour avoir pensé au-delà du problème évident. Il resta silencieux un moment. Puis, ne me remerciez pas encore. Nous n'avons encore rien réglé. Il sortit. Elle entendit ses bottes sur le porche, descendre les marches, le silence à travers la cour vers la baraque. Elle baissa la lanterne et s'assit dans la pénombre un moment, en réfléchissant. Elle pensa à Victor Hale, pas avec haine, ce qui la surprit, plutôt avec la clarté froide de quelqu'un qui étudie un adversaire. Il avait 60 ans. Il avait déjà fait ça à d'autres personnes, à plus petite échelle. Il était patient et systématique. Et il croyait, de la manière particulière dont les hommes puissants croient souvent, que ce qu'il faisait était simplement l'ordre naturel des choses. Que la terre et l'eau coulaient vers la force, et qu'une veuve de 29 ans, essayant de conserver 10 000 acres, était simplement un obstacle à ce flux. Il avait fait une erreur, cependant. Il avait supposé qu'elle ne comprenait pas le jeu auquel il jouait. 3 semaines passèrent avant que Calvin Aldrich n'arrive de Billings. Et ces 3 semaines furent du genre qui vieillit une personne. Pas de manière dramatique, pas de la manière qui se voit tout de suite sur un visage, mais de la manière dont la difficulté vieillit toujours les gens qui y prêtent une attention totale. Le troupeau montrait des signes de fatigue. Rien de catastrophique pour l'instant, mais le bétail du pâturage nord avait commencé à dériver vers le sud de lui-même, s'éloignant instinctivement de la source d'eau faible. Et cela signifiait une pression de surpâturage sur le pâturage sud, qui était déjà sollicité. Cole ajusta de nouveau la rotation, déplaçant les groupes en plus petit nombre, étirant ce qu'ils avaient. Samuel et Hector Vance, quelque part au cours de ces 3 semaines, avaient cessé d'observer Cole avec évaluation et avaient commencé à travailler avec lui comme des hommes qui avaient pris leurs décisions. Danny Pruitt était devenu assez bon pour que Walt lui fasse confiance pour surveiller la clôture ouest seul, ce que Walt n'accordait pas à la légère. Le ranch tenait bon. Pas facilement, mais il tenait. Aldrich arriva un mardi, dans une calèche de location depuis l'arrêt de diligence de Larkspur. C'était un homme compact dans la cinquantaine, avec des lunettes de lecture poussées sur son front, et une sacoche en cuir qui semblait avoir survécu à plusieurs carrières. Il serra la main d'Evelyn avec les 2 siennes.
le geste d'un homme qui savait que ce n'était pas une petite affaire. Elle mit tout sur la table dans le bureau de Thomas. Le titre de propriété foncière, ses croquis de la déviation, le compte-rendu écrit de Cole sur ce qu'il avait trouvé et mesuré, et la chronologie qu'elle avait reconstituée du moment où l'eau avait commencé à baisser par rapport à la saison naturelle. Aldrich lut chaque page. Il posa 3 questions. Il relut 2 pages. Puis il retira ses lunettes de son front, les mit correctement, et la regarda par-dessus. « Madame Mercer, dit-il, c'est un cas de vol de droit d'eau, clair et net, d'après ce que vous m'avez montré. » Il tapota le titre de propriété foncière. Ce document établit votre droit sur ce corridor de ruisseau, la structure que votre homme a décrite est sur votre terrain et détourne votre eau. C'est attaquable en justice. Mais, dit-elle, car il y avait toujours un mais Victor Hale le contestera. Il prétendra que le relevé des limites est imprécis, ou que la déviation est antérieure à votre titre, ou que le canal secondaire est une formation naturelle. Un argument quelconque, peu importe lequel. Ce qui compte, c'est que ça ira en audience devant le commissaire foncier territorial. Et ces audiences, il fit une pause, elles nécessitent des preuves, pas seulement des documents, des témoignages, des gens prêts à parler officiellement de ce qu'ils savent et de ce dont ils ont été témoins. Des témoins de quoi? De l'histoire de ce ruisseau, de la limite, du fait que les terres Mercer incluent cette partie de la rive nord. Il croisa les mains. Un titre de propriété foncière est une preuve solide. Mais dans un litige avec un homme des ressources et de l'influence de Hale, vous voulez plus que solide. Vous voulez écrasant. Evelyn regarda les croquis sur la table. De quel genre de témoignages parlons-nous? Des colons de longue date dans cette vallée, des ranchers voisins. Quiconque a parcouru ou travaillé cette terre au cours des 2 dernières décennies et sait où les limites ont toujours été comprises. Il fit une pause. Ces choses existent. Les gens se souviennent. La question est de savoir s'ils sont prêts à le dire officiellement avec Victor Hale dans la pièce. La pièce était silencieuse. Evelyn pensa à ce que Cole avait dit cette nuit-là, après leur retour de la déviation. Les gens qui ont peur parlent, ce qui signifie qu'on ne pouvait pas faire confiance aux gens qui ont peur pour rester silencieux. L'autre facette de cela était qu'on ne pouvait pas non plus faire confiance aux gens qui ont peur pour se lever le moment venu. Elle regarda Aldrich. Quelle est la date limite de l'audience? Il vérifia quelque chose dans sa sacoche. La demande doit être soumise dans les 60 jours suivant la notification formelle. Je peux déposer la notification demain, ce qui lance le compte à rebours. Il la regarda attentivement. Cela nous donne 60 jours pour monter le dossier complet. 60 jours. Elle avait eu 6 semaines d'eau, avait dit Cole. Le dépôt de la demande prolongerait le délai, forcerait Hale à répondre légalement, plutôt que d'attendre simplement que le ranch s'assèche. Cela changeait la pression, en reportant une partie sur lui. Déposez la notification, dit-elle. Ce soir-là, après qu'Aldrich ait dîné et se soit installé dans la chambre d'amis, Evelyn trouva Cole au bord du pâturage nord. Il vérifiait le niveau du ruisseau, comme il avait pris l'habitude de le faire tous les quelques jours, le mesurant par rapport à une marque qu'il avait gravée sur un poteau au bord de l'eau, suivant si le débit s'aggravait. Elle lui raconta ce qu'Aldrich avait dit, tout. Cole écouta sans l'interrompre, ce qui était simplement sa façon d'écouter. Quand elle eut fini, il resta silencieux un moment, regardant la marque d'eau sur le poteau. 60 jours pour trouver des gens prêts à témoigner, dit-il. Oui. Contre Victor Hale. Oui? Il se leva du bord du ruisseau et regarda vers le nord, vers la crête, vers l'endroit où se trouvait la déviation à 4 miles de là dans l'obscurité. Sa mâchoire était serrée de cette manière qu'elle prenait quand il réfléchissait à quelque chose dont la forme ne lui plaisait pas. « Par qui commenceriez-vous » demanda-t-elle. Il se tourna pour la regarder, et pour la première fois depuis qu'elle l'avait embauché, quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire, mais qui s'en approchait, traversa son visage. « Les gens qu'il a déjà effrayés, dit-il, parce que ce sont ceux qui ont le plus de raisons de vouloir qu'ils perdent. » Le ruisseau coulait lentement et bas sous eux, chuchotant contre la rive. Au-dessus, le ciel du Montana tenait sa dernière bande d'orange et laissait l'obscurité venir de l'est. Comme l'obscurité venait toujours, patiente, sans hâte, couvrant tout également. Quelque part au nord, les terres de Victor Hale reposaient, grasses et arrosées par un ruisseau qui ne lui appartenait pas. Mais la notification serait déposée le matin, et 60 jours, Evelyn Mercer commençait à le comprendre. C'était plus qu'assez de temps pour que la vérité trouve ses marques.
Aldrich déposa la notification un mercredi matin, et le jeudi après-midi, Evelyn sut que Victor Hale en avait déjà entendu parler. Elle le sut parce que le magasin d'aliments de Larks ne pouvait soudainement plus confirmer sa commande permanente pour le mois suivant. L'homme derrière le comptoir, Owen Pratt, qui avait pris son argent sans hésitation pendant 4 ans, lui dit sans la regarder dans les yeux qu'il y avait un problème avec les conditions du compte et qu'il devrait parler à son fournisseur avant de s'engager. Elle resta un moment au comptoir, regardant le front d'Owen Pratt parce qu'il ne voulait pas lui donner ses yeux. Puis elle dit « D'accord, Owen », et sortit. Elle s'assit dans le chariot 1 minute avant de prendre les rênes. Hale agissait vite, plus vite qu'elle ne s'y attendait, ce qui lui indiqua qu'il avait des plans de secours prêts, qu'il avait réfléchi à ce qu'il ferait quand elle riposterait, avant même qu'elle ne le fasse. C'était le genre d'homme qu'il était, pas réactif, préparé. Elle rentra chez elle et raconta à Cole ce qui s'était passé. Il était dans la grange en train de réparer une sangle de sel fendue et il continua à travailler pendant qu'elle parlait. Quand elle eut fini, il posa la sangle. « Il coupe vos lignes d'approvisionnement », dit Cole. « Il rend plus difficile l'approvisionnement pour l'automne. Il se dit que si la notification d'Aldrich ne vous fait pas peur, manquer de nourriture le fera. Il a probablement aussi parlé à Crane à la banque, dit-elle. Probablement. Il ramassa la sangle, ce qui signifie que nous devons nous occuper des témoins avant lui. Elle le regarda. Vous pensez qu'il s'en prendra à eux aussi? Je pense qu'il s'en prendra à quiconque pourrait témoigner. Passe violemment. Les hommes comme Hale ne font pas les choses de cette façon. Il leur rappellera ce qu'il peut faire pour eux, ou ce qu'il peut rendre difficile. Il sera poli à ce sujet. La voix de Cole était plate. La pression polie est toujours de la pression. Alors nous devons les voir en premier, dit Evelyn. Oui, dit-il. C'est ce que nous devons faire. Ils s'assirent ce soir-là. Elle, Cole, Walt et Aldrich, qui restaient toute la semaine pour aider à structurer l'approche juridique. Et ils firent une liste. Pas une liste courte, et pas une liste facile. Aldrich avait identifié 7 témoins potentiels, dont les témoignages combinés établiraient une histoire des droits d'eau et de la compréhension des limites de Mercer, remontant aux premiers établissements de la vallée. 7 personnes qui savaient quelque chose de réel, qui avaient été présentes pour une partie de la longue histoire de cette terre. Le premier nom sur la liste était Agnes Tully. Agnes avait 81 ans et vivait dans la vallée de Larks, avant même qu'elle n'ait un nom. Son mari avait été l'un des premiers colons qui avait aidé à arpenter l'approche est du territoire en 1861. Il était mort depuis 20 ans, mais Agnes était toujours sur sa petite propriété au bord de la vallée, soignée par une petite fille aussi vive que quiconque Evelyn ait jamais parlé. Elle connaissait le père de Thomas, dit Walt. Elle le connaissait bien, et elle était là quand les limites originales du ruisseau ont été convenues entre les premiers colons. Elle aurait vu la revendication de Mercer établie. Parlera-t-elle? Demanda Aldrich. Elle parlera, dit Walt. Agnes parle. La question est de savoir si elle est prête à mettre son nom sur papier. Ils se rendirent à la propriété d'Agnes Tully le lendemain matin, Evelyn et Cole ensemble. La petite fille, une femme d'une trentaine d'années à l'air fatiguée nommée Ruth, répondit à la porte et les regarda avec la lassitude particulière de quelqu'un qui protège une personne âgée des complications du monde depuis longtemps. « Elle passe une bonne journée », dit Ruth prudemment. Ne la rendez pas mauvaise. Agnès était assise dans un fauteuil à bascule près de la fenêtre, avec une couverture sur les jambes et une tasse de quelque chose de chaud dans les mains. Elle avait le genre de visage qui avait dépassé la vieillesse pour devenir autre chose. Quelque chose qui avait cessé de s'intéresser à son apparence et qui était juste soi-même maintenant, chaque ligne gagnée. Elle regarda Evelyn un long moment quand ils entrèrent. « Vous êtes la femme de Thomas Mercer, dit-elle. Ce n'était pas une question. »« Oui, madame. »« Evelyn, j'ai entendu dire qu'il était mort. » La voix d'Agnès était directe. « Dommage. Son père était un homme décent. Asseyez-vous. » Ils s'assirent. Cole prit une chaise près du mur et ne dit rien, ce qu'Evelyn avait fini par comprendre comme étant intentionnel. Il lisait rapidement les situations, et il avait lu celle-ci comme une conversation entre 2 femmes qui n'avaient pas besoin de son implication. Evelyn expliqua la situation clairement. L'eau, la déviation, la plainte légale, ce dont Aldrich avait besoin. Agnès écouta, les yeux fixés sur la fenêtre, la tasse tournant lentement dans ses mains. Quand Evelyn eut fini, Agnès dit « Victor Hale,
Le nom sortit comme on dirait le nom d'un temps qu'on attendait. J'ai regardé cet homme ajouter des propriétés pendant 30 ans. Toujours de la même manière. Toujours juste à la limite de ce que vous pouvez prouver être mal. Elle fit une pause. Mais cette fois, il est allé sur les terres de Mercer. C'est exact, dit Evelyn. Et vous pouvez le prouver. Avec le bon témoignage. Oui. Agnès resta silencieuse un moment. Dehors, par la fenêtre, la vallée s'étendait dans son brin de fin d'été. Belle, sèche et énorme. « De quoi avez-vous besoin de moi, exactement ?» dit Agnès. « Votre récit de l'endroit où les limites de l'eau étaient comprises lorsque la vallée a été colonisée pour la première fois, » dit Evelyn. « Ce que les premiers ranchers ont convenu. Ce dont votre mari a été témoin. » Agnès hocha lentement la tête. « Mon mari tenait un journal, dit-elle. La plupart sont des relevés météorologiques ennuyeux et des chiffres de bétail. Mais il y a une section de 1863 où il a noté l'accord sur le ruisseau entre les familles qui étaient ici les premières. Il a nommé des noms, dessiné une carte approximative. Elle regarda Evelyn directement. Il y a la revendication d'eau de la famille Mercer, écrite de sa propre main. La pièce était très silencieuse. « Seriez-vous prête à présenter cela lors d'une audience ?» dit Evelyn prudemment. Agnès la regarda un long moment, l'évaluant, sans méchanceté. « Victor Hale achète des choses, dit-elle finalement. Il l'a toujours fait. Il n'a jamais pu comprendre que certaines choses ne sont pas à vendre. Le journal de mon mari n'est pas à vendre, et ce que j'ai vu de mes propres yeux non plus. » Elle posa sa tasse. « Apportez-moi les papiers. Je les signerai. » Evelyn laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas tout à fait qu'elle retenait. Ils quittèrent la propriété d'Agnès Tully avec l'engagement de la vieille femme et la promesse du journal. Et Cole dit, de la manière calme dont il disait les choses qui comptaient, « 1. 6 à trouver, dit Evelyn. Il hocha la tête. Continuons. Les 2 témoins suivants furent plus faciles. Un rancher voisin nommé Gus Fielder, qui partageait une limite avec le pâturage nord de Mercer et avait vu le ruisseau couler correctement pendant 15 ans avant de remarquer le changement. Et un vieil ouvrier nommé Hector Baines, qui avait travaillé dans la vallée pour 3 équipes différentes pendant 40 ans et connaissait chaque cours d'eau comme d'autres hommes connaissent les routes. Gus Fielder accepta presque avant qu'il n'ait fini d'expliquer. C'était un homme direct et corpulent qui avait eu sa propre altercation avec Hale au sujet d'un litige de clôture des années auparavant et n'en avait jamais oublié le goût. « Hale a déplacé mes bornes de clôture, » dit Gus, debout dans sa propre cour, les bras croisés. « Il y a 3 ans. Il les a juste déplacés de 40 pieds vers l'ouest quand je ne regardais pas. Le temps que je m'en aperçoive et que je me plaigne, il avait des papiers disant que la ligne avait toujours été là où il l'avait mise. Sa mâchoire se serra. Je ne pouvais pas prouver le contraire. J'ai laissé tomber. Il regarda Evelyn. Je ne laisserai pas tomber cette fois. Dites-moi où me présenter. Hector Baines fut plus difficile. Non pas parce qu'il n'était pas disposé, mais parce qu'il avait peur. Il avait 67 ans, était à la retraite du travail de ranch et vivait dans une petite maison au bord de Larkspur avec un revenu fixe. Quand Cole et Evelyn vinrent à sa porte et expliquèrent ce dont ils avaient besoin, Baines s'assit à sa table de cuisine pendant un long moment sans parler. « Hale connaît des gens dans cette ville, » dit finalement Baines. « Il connaît des gens à Billings. Il connaît des gens dans l'administration territoriale. » Il leva les yeux vers eux. « Un homme comme moi, si je vais contre lui et que ça ne marche pas, je n'ai nulle part où tomber. »« Je comprends cela, » dit Evelyn. Elle n'essaya pas de minimiser. Elle avait appris très tôt que les gens pouvaient dire quand vous essayez de dissimuler leurs véritables préoccupations, et cela ne faisait que leur faire moins confiance. Je ne vais pas prétendre que c'est sans risque. Mais ce que vous savez de ce ruisseau est la vérité. Et la vérité est ce dont nous avons besoin. Baines regarda Cole. « Qui êtes-vous dans tout ça? »« Je travaille pour Madame Mercer, » dit Cole. « J'ai trouvé la déviation. Je l'ai mesurée. Êtes-vous prêt à témoigner vous-même? »« Oui. » Baines regarda ses mains sur la table. C'étaient les mains d'un homme qui avait travaillé à l'extérieur toute sa vie. Rude, aux articulations épaisses, pas faite pour quelque chose de délicat. « Ce que je sais de ce ruisseau remonte à 1871, » dit-il doucement. « J'étais un jeune homme alors. J'ai aidé à poser les premières bornes quand la famille Mercer a établi sa revendication sur la rive nord. J'étais là. » Il fit une pause. « Je n'ai jamais dit ça à personne parce que personne ne l'a jamais demandé. Je vous le demande, » dit Evelyn. Un autre long silence. Puis Baines hocha la tête une fois, comme un homme qui saute d'un rebord où il se tenait depuis un moment. « D'accord, dit-il. D'accord, je le ferai. »
Ils étaient à 3 sur 3, et la semaine n'était pas terminée. Le quatrième témoin fut là où ça a mal tourné. Un rancher nommé Douglas Pell dirigeait une exploitation de taille moyenne à 10 miles au sud de Larks. Il connaissait la vallée, l'histoire de l'eau, et avait assisté à la même réunion des colons territoriaux en 1879, où les droits sur le ruisseau avaient été formellement discutés. Aldrich avait trouvé le compte-rendu de la réunion dans les archives territoriales, et le nom de Pell figurait sur la liste des participants. Son témoignage pouvait corroborer directement le récit d'Agnès Tully. Ils y allèrent un jeudi. Pell les rencontra à sa barrière, qu'il n'ouvrit pas. C'était un homme grand, mince comme quelqu'un qui mange irrégulièrement, avec une peau burinée par le soleil, et des yeux qui allaient et venaient entre eux, et la route derrière eux, avec une fréquence nerveuse, qui lui indiqua que quelque chose s'était déjà passé. « J'ai entendu dire que vous pourriez passer », dit-il. Evelyn garda une voix neutre. « Alors vous savez pourquoi nous sommes ici. »« Je sais. » Il regarda de nouveau la route. « J'ai aussi eu une conversation hier avec un des hommes de Hale, un type nommé Garrett. Il prononça le nom comme on prononce le nom de quelque chose de désagréable. Garrett m'a rappelé que j'ai un bail de pâturage sur la bande est qui traverse le pâturage extérieur de Hale. Il a dit que le bail arrive à renouvellement en novembre. Evelyn sentit immédiatement la forme de la chose. « Il a menacé votre bail. »« Il n'a rien menacé, dit Pell. » La façon dont il le dit était presque prudente, presque répétée. Il l'a juste mentionné, très amicalement. Sa mâchoire était serrée. « J'ai 40 têtes qui pèsent sur cette bande, Madame Mercer. Si je perds ce bail, je perds le pâturage et je perds un quart de la pâture d'été de mon troupeau. »« Je sais, dit-elle. Je suis désolé qu'il vous ait mis dans cette position. Il ne s'agit pas d'être désolé. » Pell la regarda finalement directement, et dans ses yeux, il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait de la culpabilité, mais qui était juste à côté. « J'ai une femme et 3 enfants. Je ne peux pas combattre Victor Hale par principe et nourrir ma famille avec le résultat. » Sa voix était rauque. « Je ne peux pas le faire. » Il y eut un long silence. Cole était très immobile à côté d'elle. « D'accord, Douglas, » dit-elle doucement. « Je suis désolé, dit-il. Et cette fois, cela signifiait quelque chose. » Elle fit demi-tour avec son cheval, et ils repartirent sur la route. Et elle ne parla pas pendant près d'1 mile. Cole chevauchait à ses côtés, et laissait le silence être ce qu'il devait être. Finalement, elle dit « Il a atteint Pell avant nous. »« Oui, ce qui signifie qu'il sait qui d'autre pourrait être sur notre liste. »« Ou il s'en prend à tous ceux qui pourraient être pertinents, » dit Cole. Il ratisse large. Il fit une pause. Ce qui signifie aussi que certaines des personnes qu'il a approchées lui ont dit non. Elle le regarda. Elle n'y avait pas pensé de cette façon. « Pell a cédé à la pression, » dit Cole. « Ça ne veut pas dire que tout le monde l'a fait. » Elle se redressa en selle. « Alors nous continuons. » Le 5e témoin les trouva plutôt que l'inverse. 2 jours après la déception de Pell, un homme apparut à la barrière du ranch Mercer sur un cheval gris, demandant Evelyn par son nom. Il avait la fin de la cinquantaine, était buriné, avec une barbe bien entretenue et le port calme de quelqu'un qui avait autrefois occupé une position d'autorité et en avait gardé l'habitude. Son nom était Edmund Ware, et il avait été l'arpenteur géomètre territorial du comté de Larkspur de 1870 à 1884. Il s'assit dans le bureau de Thomas, son chapeau sur les genoux, et dit à Evelyn, sans préambule, qu'il avait entendu parler de la plainte légale par l'intermédiaire du greffier d'Aldrich à Billings, et qu'il avait quelque chose qu'elle devait savoir. « En 1878, dit-il, Victor Hale est venu à mon bureau et m'a demandé de réarpenter la limite nord de ce qui était alors la première revendication de Mercer. Il a dit qu'il y avait une ambiguïté dans les bornes originales. La voix de Ware était mesurée. Je l'ai arpenté. Il n'y avait aucune ambiguïté. La limite était exactement là où la famille Mercer avait toujours dit qu'elle était, y compris les 2 rives de Larkspur Creek sur les 4 premiers miles. Il fit une pause. Hale n'a pas aimé le résultat. Il m'a demandé d'ajuster le dossier déposé. La pièce devint très silencieuse. « Qu'avez-vous fait » dit Evelyn. « Je lui ai dit non » dit simplement Ware. « Et j'ai déposé le relevé exact, qui se trouve toujours dans les archives territoriales à Billings. » Il la regarda fixement. Je suis resté silencieux sur sa demande pendant 14 ans parce que cela semblait être une affaire classée, et je n'avais aucun désir de me faire un ennemi de Victor Hale sans raison. Il fit une pause. « Mais ce qu'il a fait à votre approvisionnement en eau
n'est pas une affaire classée. Et j'ai les notes d'arpentage originales en ma possession. Mes documents de travail de cet examen de 1878, y compris un compte-rendu écrit de la demande de Hale et de mon refus. Evelyn regarda cet homme qu'elle n'avait jamais rencontré avant aujourd'hui. « Pourquoi êtes-vous ici ?» dit-elle. Pas avec suspicion, mais sincèrement. Ware resta silencieux un moment. « Parce que j'aurais dû dire quelque chose plus tôt, » dit-il, à propos de beaucoup de choses. Il haussa légèrement les épaules. « J'ai 61 ans. Je préférerais ne pas en avoir 62 en portant ça sur ma conscience. » Evelyn appela Cole de la cour. Elle observa son visage pendant que Ware répétait l'histoire et vit la même chose qu'elle avait ressentie. Pas du soulagement, exactement, mais le changement spécifique d'un combat qui avait été défensif et qui trouvait soudainement un terrain sur lequel se tenir. « Les notes d'arpentage nomment Hale explicitement ?» demanda Cole. « Par son nom, » dit Ware. « De ma propre main. Et vous êtes prêt à en témoigner lors de l'audience? C'est pour ça que je suis ici. » Cole regarda Evelyn. Elle le regarda en retour. Quelque chose passa entre eux qui n'avait pas besoin de mots. La reconnaissance que ce que Ware venait de mettre sur la table n'était pas seulement un témoignage. C'était la preuve que Hale connaissait la revendication de limite de Mercer depuis plus d'une décennie, avait essayé de modifier le dossier et avait été refusé. Cela transformait la déviation d'un litige de propriété en quelque chose de plus proche d'une fraude délibérée. Aldrich, quand ils lui racontèrent le soir même, enleva ses lunettes et se pinça l'arête du nez. « Cela change considérablement l'affaire, » dit-il. « À quel point ?» demanda Evelyn. « Si les notes de Ware sont ce qu'il dit qu'elles sont, » Aldrich remit ses lunettes. « Hale ne peut pas prétendre ignorer la limite. Il ne peut pas argumenter qu'il y avait une véritable confusion sur la ligne d'arpentage. Cela établit l'intention. » Il fit une pause. « Ce n'est plus seulement une affaire de droit d'eau, Madame Mercer. C'est une fraude passible de poursuite. » La semaine qui suivit fut la plus éprouvante des 2 mois entiers. Cole et Evelyn partirent dans des directions différentes, des jours différents, parfois ensemble, parfois séparément, couvrant un terrain qui mettait à l'épreuve les chevaux et la patience. Le temps avait changé, pas en pluie dont ils avaient désespérément besoin, mais en cette sorte de chaleur sèche de septembre qui pèse sur la terre comme un couvercle, rendant tout plus lourd et plus lent. Ils trouvèrent leur 6e témoin en la personne de Martha Sells, une institutrice à la retraite qui était arrivée dans la vallée en 1875 et qui, en 20 ans d'enseignement, avait accumulé un remarquable registre mental de tout ce qui se passait dans la communauté autour d'elle. Comme le font souvent les instituteurs, parce que les gens parlaient devant les enseignants comme ils parlaient devant les meubles. Martha avait assisté à 3 réunions communautaires distinctes au cours desquelles les droits d'eau de Larkspur Creek avaient été formellement discutés. Elle avait gardé ses propres notes de ces réunions et n'avait aucune crainte particulière de Victor Hale parce qu'elle l'avait observé plus jeune et n'avait jamais été impressionnée par ce qu'elle avait vu. Il cherchait toujours ce qu'il pouvait obtenir plutôt que ce qu'il pouvait construire, dit Martha, assise très droite dans son fauteuil de salon. Même à 40 ans, certains hommes sont comme ça. Ils veulent accumuler plutôt que créer. Elle regarda Evelyn avec des yeux vifs et pâles. Vous êtes une bâtisseuse, je peux le dire. J'essaye de l'être, dit Evelyn. C'est tout ce que n'importe qui peut dire, répondit Martha. Mettez-moi sur votre liste. Le 7e témoin fut le plus difficile et le plus important, et c'est Cole qui le trouva. Il s'appelait Josiah Rhee, et il avait 74 ans, un ancien ouvrier de ranch qui avait travaillé pour Hale lui-même dans les années 1870, avant que la relation ne s'envenime à cause de salaires impayés. Il vivait dans une maison d'une seule pièce à 1 mile de Larkspur, et, de l'avis de la plupart, se noyait lentement dans l'alcool depuis près d'une décennie. Cole alla le voir seul un samedi et fut parti la majeure partie de la journée. Quand il revint, Evelyn attendait sur le porche. « Alors ?» dit-elle. Cole descendit de son cheval, et elle put voir la fatigue en lui. Pas une fatigue physique, mais l'autre sorte, celle qui vient d'une conversation difficile. « Il était là, » dit Cole, quand la déviation a été construite. Il l'a vu. Evelyn sentit son souffle s'arrêter un instant. Il était présent. Il travaillait dans l'équipe du pâturage nord de Hale au printemps précédent. Il a dit que Hale avait fait venir des hommes de l'extérieur de la vallée, personne de la région, pour faire la construction. Josiah était assez proche pour voir ce qu'il construisait. Il n'a pas compris exactement ce que ça signifiait à l'époque, où il s'est dit qu'il ne comprenait pas.
Cole fit une pause. Il l'a assez bien compris. Témoignera-t-il? Cole la regarda un moment avant de répondre, et elle put voir la complexité de ce qu'il portait. Il a peur, dit Cole. Pas de Hale, exactement. Plutôt de lui-même, d'être devant des gens, de ce que ça signifie d'admettre qu'on a vu quelque chose et qu'on n'a rien dit. Il fit une pause. Je lui ai dit quelque chose. Quoi? Je lui ai dit que j'avais moi aussi assisté à quelque chose sans rien dire une fois, parce que je ne pensais pas que c'était mon rôle de parler. Et qu'il y a deux façons que ça se termine. Soit on reste silencieux et on le porte le reste de sa vie, soit on dit ce qu'on sait et on laisse la vérité faire ce qu'elle fait. Cole enleva son chapeau, le tourna dans ses mains. Il y a réfléchi un moment et il a dit qu'il viendrait à l'audience. Evelyn le regarda, la fatigue sur son visage, et quelque chose d'autre là aussi. Quelque chose de plus ancien que cette situation particulière, un poids qu'il portait avant même d'arriver au Ranch Mercer. Quoi que vous lui ayez dit, dit-elle, ça venait d'un endroit réel. Il ne répondit pas à cela. Il regardait simplement la terre comme il le faisait quand il pensait à quelque chose qu'il n'était pas prêt à dire. L'audience était prévue pour la première semaine d'octobre, devant le commissaire foncier territorial au palais de justice du comté à Larks. Aldrich avait déposé leur dossier de preuve complet. Le titre de propriété foncière, les croquis d'Evelyn, les mesures de Cole, les notes d'arpentage originales d'Edmund Ware et les déclarations écrites de 5 de leurs 7 témoins avec Josiah Rhee et Agnes Tully qui devaient comparaître en personne. La semaine avant l'audience, Hale fit son dernier coup. Une lettre arriva d'Ellsworth Crane de la Larkspur Territorial Bank, notifiant formellement à Evelyn que le billet sur l'acquisition du pâturage nord avait été examiné et était exigé en raison d'une clause dans les termes du prêt initial qui permettait à la banque d'accélérer le remboursement en cas de changement matériel dans la situation financière de l'emprunteur. Elle lut la lettre 2 fois à la table de la cuisine, puis elle sortit pour trouver Cole. Il était au poteau de mesure près du ruisseau, mesurant à nouveau. Le niveau avait baissé de 2 autres largeurs de doigts depuis la dernière mesure. Le troupeau était plus maigre qu'elle ne voulait l'admettre. Le pâturage nord était presque inutile. Elle lui tendit la lettre sans parler. Il la lut, la lui rendit. « Combien de temps pour payer ?» dit-il. « 90 jours est le minimum légal qu'il doit me donner. Il me donne 60 jours. L'audience est dans 8 jours. Je sais. » Il regarda le ruisseau. L'eau se déplaçait lentement, faiblement, une ombre de ce qu'elle aurait dû être. « Il met tout sur la table en même temps, » dit Cole. « La pression sur l'approvisionnement, le billet de la banque, essayer d'atteindre les témoins. Il ne retient rien. » Il se tourna pour la regarder. C'est ce que fait un homme quand il est inquiet. Elle n'y avait pas pensé de cette façon non plus. Elle commençait à remarquer que Cole lui offrait constamment l'angle qu'elle n'avait pas vu. Pas pour la rassurer, mais parce qu'il était là, et qu'il pensait qu'elle devait le savoir. « Il est inquiet », répéta-t-elle. « Il a déposé des contre-documents auprès du bureau du commissaire hier, » dit Cole. « Aldrich me l'a dit ce matin. Hale prétend que la déviation est une formation naturelle et que la ligne de démarcation est réellement contestée. » Il fit une pause. Son avocat soutient qu'elle est là depuis des années. Les notes d'arpentage d'Edmund Ware sont antérieures à cet argument. « Oui, » dit Cole, « elles le sont. » Il se tourna complètement vers elle, et il y avait quelque chose sur son visage qui était différent de la stabilité prudente qu'il maintenait normalement. Quelque chose qui était passé d'un engagement professionnel à autre chose, pour lequel elle n'avait pas encore de nom. 8 jours, dit-il. Et nous entrons là-dedans avec 7 témoins et des documents qui remontent à 30 ans. Et nous mettons chaque pièce devant ce commissaire. Et nous laissons la vérité faire ce que la vérité fait quand elle a assez de poids derrière elle. Evelyn le regarda le ruisseau, la terre au bord brun pour laquelle elle s'était battue depuis le matin où Thomas ne s'était pas réveillé. « Nous sommes prêts, dit-elle. Pas parce que tout allait bien, pas parce qu'elle n'avait pas peur ou n'était pas épuisée, ou ne portait pas le deuil spécifique de savoir que le ranch avait subi de réels dommages qui mettraient des années à se réparer. Elle le dit parce que c'était exact. Ils avaient fait le travail, ils avaient monté le dossier, ils avaient trouvé les gens prêts à se lever. Et ces gens avaient leurs propres raisons de se lever. Des raisons qui étaient vraies et méritées et ne pouvaient pas être achetées. L'audience était dans 8 jours. Pour la première fois depuis l'été, Evelyn Mercer se permit de croire que cela pourrait être suffisant. La nuit avant l'audience, Evelyn ne put pas dormir. Elle s'y attendait. Elle s'était couchée à une heure raisonnable, était restée dans le noir les yeux ouverts, et après 1 heure,
Elle arrêta de faire semblant et se leva. Elle s'enveloppa dans la couverture du pied du lit, alla à la cuisine et s'assit à la table avec un verre d'eau qu'elle ne voulait pas vraiment. La maison était très silencieuse. Dehors, le vent soufflait dans l'herbe sèche en longues vagues lentes. Et quelque part au loin, une des bêtes fit un son bas et se tut à nouveau. Le ranch existait autour d'elle, comme il l'avait toujours fait, respirant, animal, indifférent à ce que demain réservait aux gens qui y vivaient. Elle pensa à Thomas, pas de la manière vive et suffocante dont elle avait pensé à lui dans les premières semaines après sa mort, quand le deuil était encore quelque chose qui la prenait par surprise. C'était différent, plus calme, plus délibéré. Elle pensait à lui comme on pense à quelqu'un dont l'absence est devenue une forme que l'on a appris à contourner. Il aurait su exactement quoi faire demain. C'était la vérité. Thomas avait été bon dans les situations formelles. Calme, crédible, le genre d'homme que les commissaires, les avocats et les banquiers regardaient et croyaient instinctivement. Evelyn avait toujours été celle qui faisait le travail en coulisses, qui résolvait le problème et le présentait à Thomas. Ils avaient été une bonne combinaison. Maintenant, elle était les deux moitiés elle-même, et elle n'était pas entièrement sûre d'être à la hauteur. Elle entendit la porte arrière de la baraque s'ouvrir et se fermer. Le son particulier de celle-ci, le léger frottement de la charnière que Walt avait l'intention de réparer depuis 1 an. Des bottes sur le sol. Elle regarda par la fenêtre de la cuisine et vit Cole traverser la cour dans le noir. Pas vers la grange, juste debout, regardant vers le nord, comme il le faisait parfois quand elle le surprenait dans un moment de relâchement. Elle le regarda un moment, puis elle mit son manteau par-dessus la couverture et sortit. Le froid la saisit immédiatement. Octobre dans le Montana avait cessé de jouer à l'automne et avait commencé à le faire sérieusement. L'air avait un mordant qui disait que l'hiver s'entraînait quelque part à proximité. Cole se tourna quand il l'entendit marcher sur le porche et il ne parut pas surpris de la voir, ce qu'elle apprécia. « Impossible de dormir, dit-elle. »« Non, dit-il. » Elle descendit les marches du porche et se tint à côté de lui, regardant vers le nord, vers la crête sombre. Le ciel était immense et plein d'étoiles. Le genre de ciel qui vous fait sentir la petitesse spécifique de votre propre vie sans que cela soit désagréable. « Êtes-vous inquiet pour demain ?» dit-elle. Il y réfléchit honnêtement, ce qui était sa façon de faire. « Pas à propos des preuves, dit-il. Les preuves sont ce qu'elles sont. Les notes de Ware sont solides. Josiah a vu ce qu'il a vu. Agnès a le journal. Il fit une pause. Je suis inquiet pour le commissaire. Aldrich dit que c'est un homme juste. Aldrich dit qu'il a été juste dans les cas qu'il a traités auparavant, dit Cole. Ce n'est pas exactement la même chose. Un cas avec Victor Hale d'un côté et une femme récemment veuve de l'autre, dans un comté où Hale a de l'influence depuis 30 ans. Il ne termina pas, mais il n'en avait pas besoin. Je sais, dit-elle. Ils restèrent dans le froid un moment sans parler. Puis-je vous demander quelque chose, dit-elle. Oui. La chose que vous avez dite à Josiah Rhee, à propos de voir quelque chose se passer et de ne rien dire. De quoi parliez-vous? Elle le regarda de côté. Vous n'êtes pas obligé de me le dire. Cole resta silencieux assez longtemps pour qu'elle pense qu'il pourrait simplement ne pas répondre. Puis il leva les yeux vers les étoiles au lieu de la regarder, ce qui est parfois la façon dont les gens parlent de choses qu'ils n'ont pas dites depuis longtemps. J'avais un partenaire, dit-il, quand j'avais l'endroit près de Yellowstone, un homme nommé Frank DeBrow. Nous avions travaillé ensemble pendant des années avant de nous associer. Il fit une pause. Frank a commencé à détourner de l'argent des comptes du ranch, de nos dépenses communes, de petites sommes au début. Je l'ai remarqué et je me suis dit que je me trompais, ou que c'était pas aussi grave que ça en avait l'air, ou que je lui en parlerais quand le moment serait venu. Sa voix était égale, mais c'était le genre d'égalité qui est maintenu. Le temps que je dise quelque chose, nous étions à 6 mois de tout perdre. La conversation ne s'est pas bien passée. Frank est parti, a pris ce qu'il pouvait, et est parti. J'ai essayé de le gérer seul, et je n'ai pas pu. Il fit une pause. J'ai perdu l'endroit au printemps. Evelyn regarda son profil dans le noir. Vous m'avez regardé gérer Hale de la même manière, dit-elle lentement. Quelqu'un qui prend quelque chose qui n'est pas à lui pendant que la personne à qui ça appartient est censée ne pas le remarquer ou ne rien dire. Ou attendre trop longtemps, dit-il. Vous ne vouliez pas que ça se reproduise. Il resta silencieux un moment. Non, dit-il. Je ne le voulais pas. Elle retourna cela dans le froid obscur. La chose à propos de Cole,
La chose autour de laquelle elle tournait depuis des semaines sans tout à fait atterrir, c'est qu'il n'était pas là par obligation. Il n'était pas là parce qu'il n'avait nulle part où aller. Il était là parce que quelque chose dans cette situation spécifique avait atteint ce qu'il portait depuis Yellowstone et avait dit « Cette fois, fais ce que tu n'as pas fait avant. Cette fois, reste. Je suis contente que vous ne soyez pas parti, » dit-elle simplement, sans enjoliver. Il la regarda alors, et quelque chose sur son visage était différent de la stabilité prudente qu'il maintenait. Ouvert d'une manière qui était brève et réelle, et reparti rapidement, comme une porte qui s'ouvre et se rattrape. Nous devrions tous les deux essayer de dormir, dit-il. Probablement, acquiesça-t-elle. Aucun d'eux ne bougea pendant une autre minute, debout dans la nuit froide du Montana avec les étoiles au-dessus et la crête sombre au nord et l'audience à 8 heures de là. Puis elle rentra et il retourna à la baraque, et le ranch respira autour d'eux dans le noir. Le palais de justice de Larks était un bâtiment en bois de 2 étages au centre de la ville qui servait de salle de réunion, de bureau administratif et parfois d'église, selon les besoins de la semaine. Le matin de l'audience, il était plein. Evelyn ne s'y attendait pas. Elle s'attendait à une procédure formelle. Le commissaire, les avocats, les témoins, une poignée d'observateurs. Ce qu'elle trouva en arrivant, c'était une salle bondée de gens de la vallée. La plupart d'entre eux qu'elle reconnaissait, et aucun d'eux n'avait annoncé sa venue. Des fermiers, des ranchers, des commerçants et leurs femmes, remplissant les bancs qui avaient été disposés, face à une longue table à l'avant de la salle, où le commissaire s'assiérait. Elle se tint dans l'embrasure de la porte un moment, observant la scène. Walt apparut à son épaule. « Les nouvelles vont vite, » dit-il doucement. Les gens savent de quoi il s'agit. Victor Hale était déjà assis à l'une des 2 tables installées devant le banc du commissaire, avec son avocat, un homme nommé Rohr, venu de Billings, et qui avait l'air pressé, et cher de quelqu'un qui comprenait exactement ce que valaient ses honoraires. Hale lui-même était en costume sombre, les cheveux gris et l'air calme. Il regarda Evelyn de l'autre côté de la pièce, quand elle entra, avec l'immobilité particulière d'un homme qui a été puissant assez longtemps pour ne plus avoir besoin de le jouer. Elle soutint son regard sans détourner les yeux la première. Puis elle se dirigea vers sa propre table, où Aldrich arrangeait déjà les documents dans l'ordre dont ils avaient discuté. Ses lunettes sur son front, comme toujours, jusqu'au moment où il avait réellement besoin de lire. Cole entra derrière elle avec les témoins. Agnes Tully, dans un fauteuil que sa petite-fille Ruth avait insisté pour apporter. Josiah Reed dans une chemise propre qui semblait avoir été repassée récemment et maladroitement. Edmund Ware avec sa sacoche de documents d'arpentage originaux. Et Gus Fielder debout à l'arrière, son chapeau à la main, parce qu'il n'y avait pas assez de sièges et qu'il avait offert le sien à une femme qu'il ne connaissait pas. Le commissaire foncier territorial était un homme nommé Arthur Briggs, 60 ans, très mince, avec une moustache blanche et l'expression perpétuellement préoccupée de quelqu'un qui avait décidé des disputes des autres depuis si longtemps qu'il avait développé une légère allergie au drame. Il entra par une porte latérale, s'assit au centre de la longue table, regarda la salle par-dessus ses lunettes et dit sans inflexion particulière « Nous allons commencer. » Rohr commença pour Hale. Il était bon. Evelyn devait reconnaître qu'il était fluide et organisé, et il rendait l'argument presque raisonnable. Que le relevé des limites des terres Mercer était imprécis à l'extrémité nord, que la déviation d'eau en question s'était développée naturellement au fil du temps avec le changement de comportement du ruisseau, qu'il y avait une véritable ambiguïté historique sur les droits d'eau dans cette section de la vallée, et que son client n'avait fait rien de plus que d'utiliser de manière bénéfique l'eau qui coulait naturellement sur ces terres. Il parla pendant 40 minutes. Il était confiant et bien préparé, et il ne regarda pas Evelyn une seule fois, ce qu'elle comprit être un choix délibéré. La traiter comme étant sans importance faisait partie de l'argument qu'il présentait. Puis Aldrich se leva. Calvin Aldrich n'avait pas le vernis de Rohr. Il était plus petit, plus âgé, avec un air légèrement froissé, qui le faisait paraître comme l'option la moins impressionnante de la pièce. Evelyn avait passé 2 mois à le regarder travailler, et elle avait depuis longtemps cessé d'être dupée par son apparence. Il commença par le titre de propriété foncière, lut la section pertinente à voix haute de sa voix calme et posée, établit la date, les signatures des témoins, le sceau de l'arpenteur. Puis il le plaça devant le commissaire Briggs et continua sans théâtralité.
Il présenta les croquis d'Evelyn et les mesures de Cole. Il parcourut la chronologie, quand l'eau avait commencé à baisser, quand Cole avait trouvé la déviation, en quoi consistait la structure et ce qu'elle faisait au débit du ruisseau. Il le fit méthodiquement, sans élever la voix, et la salle écouta avec cette qualité d'attention particulière qui vient quand les gens comprennent qu'ils entendent quelque chose de réel. Puis il appela Edmund Ware. Ware s'assit devant le commissaire Briggs avec sa sacoche ouverte sur la table, et il raconta son histoire de la même manière qu'il l'avait racontée à Evelyn dans le bureau de Thomas. Clairement, précisément, sans embellissement, il produisit ses notes d'arpentage originales, de 1878, identifia chaque page de sa propre main et lut à voix haute la section où il avait consigné la demande de Victor Hale de modifier le relevé des limites. La salle était très silencieuse. Rohr objecta 2 fois. Briggs le rejeta les 2 fois avec l'efficacité lasse d'un homme qui avait entendu de meilleures objections. Puis vint Josiah Rhee. Evelyn avait observé Josiah depuis son arrivée. Il avait l'air d'un homme qui n'avait pas été dans un cadre public formel depuis longtemps. Mal à l'aise sur sa chaise, les mains jointes sur la table, les yeux qui parcouraient la salle sans se fixer. Quand Aldrich appela son nom, il se leva trop vite et dut se rattraper au bord de la table. Elle regarda Cole, qui était assis le long du mur. Cole regardait Josiah de la même manière. Stable, pas anxieux, le genre d'attention destinée à être ressentie à travers une pièce. Josiah s'assit devant Briggs et déclina son nom et son lien avec l'exploitation de Hale. Puis Aldrich lui demanda de décrire ce qu'il avait vu pendant la construction de la déviation. Et Josiah Rhee, qui portait cela depuis 2 ans et avait passé la dernière décennie à brouiller les contours des choses qu'il préférait ne pas voir clairement, dit la vérité. Il le dit simplement et sans poids théâtral, ce qui était en quelque sorte pire pour Hale que s'il l'avait dit de manière dramatique. Il décrivit l'équipe extérieure que Hale avait fait venir. Il décrivit les avoir regardés travailler. Il décrivit avoir compris progressivement ce qu'était la structure et ce qu'elle faisait. Il décrivit n'avoir rien dit, parce qu'il avait besoin du travail et parce que Victor Hale n'était pas un homme avec qui on se compliquait la vie en le contredisant. « Monsieur Hale a-t-il supervisé cette construction personnellement ?» demanda Aldrich. « Il est venu 2 fois que j'ai vu, » dit Josiah. « Il a inspecté, a parlé au contremaître de l'équipe extérieure. Il semblait satisfait. Il fit une pause. Il savait ce qu'il construisait. Il n'y a aucun doute là-dessus. » Rohr le contre-interrogea pendant 20 minutes, s'attaquant à sa crédibilité, à son alcoolisme, à son temps sans travail stable, depuis qu'il avait quitté l'emploi de Hale. Josiah encaissa. Il n'était pas un homme fier, et il le savait, et il ne prétendit pas le contraire. Il continua simplement à dire la même chose de différentes manières. Il était là, il l'a vu, c'est ce qui s'est passé. Quand Rohr eut terminé, Josiah se leva de la chaise des témoins, retourna à sa place et s'assit lourdement. Il regarda ses mains. Cole, de l'autre côté de la pièce, lui fit un seul signe de tête. Rien d'élaboré, juste une reconnaissance. Josiah se redressa un peu. Agnes Tully fut la dernière des témoins. Ruth poussa son fauteuil roulant à l'avant de la salle, et Agnes s'assit devant le commissaire Briggs avec la couverture sur ses jambes et le journal en cuir sur ses genoux. Elle regarda une fois autour de la salle, absorbant tout avec l'attention sans hâte de quelqu'un qui a survécu à la plupart des urgences de sa vie. Et puis elle regarda Briggs. « Madame Tully, » dit Aldrich, « pourriez-vous décrire le journal que vous avez apporté avec vous aujourd'hui ?»« Celui de mon mari, » dit-elle. Sa voix était encore claire. C'était toujours remarquable chez Agnès, que sa voix ait gardé sa clarté, même si le reste d'elle s'était adouci et ralenti. Edgar Tully. Il l'a tenu de 1859 à 1881. Il notait ce qu'il observait, parce qu'il croyait que ce qui se passe sur un lopin de terre compte, et que quelqu'un devrait en garder une trace. Elle lissa une main sur la couverture. Il avait raison à ce sujet. Aldrich lui demanda de lire le passage pertinent. Elle ouvrit à une page marquée d'un morceau de papier plié et lut de sa voix posée, de l'écriture d'Edgar Tully, un compte-rendu d'août 1863, décrivant une réunion des premiers colons de la vallée, au cours de laquelle les droits d'eau de Larkspur Creek avaient été discutés et convenus. Le compte-rendu nommait la famille Mercer, le père de Thomas, James Mercer, comme détenant le droit établi sur la rive nord du ruisseau, sur les 4 premiers miles,
par revendication et usage antérieur. Comme reconnu par toutes les parties présentes. Elle le lut sans lever les yeux. Et quand elle eut fini, elle ferma le journal et le tint à 2 mains. La salle était très silencieuse. Le commissaire Briggs regarda le journal un long moment. Puis il écrivit quelque chose sur le papier devant lui, et son expression ne changea pas, mais quelque chose dans l'angle de son stylo changea. Roar fit sa plaidoirie finale. Elle fut plus courte que son ouverture et moins confiante. Le genre d'argument qui sait qu'il est en retard et qui fait le calcul de l'écart. La plaidoirie finale d'Aldrich dura 3 minutes. Il énuméra simplement ce qui avait été établi. Le titre de propriété foncière originale, le relevé de 1878 confirmant la limite, la tentative documentée de Hale de modifier ce relevé, la preuve physique d'une structure délibérée construite sur les terres de Mercer, et le témoignage oculaire de cette construction, supervisé par Victor Hale personnellement. Il demanda au commissaire Briggs de restaurer les droits d'eau de Mercer et d'ordonner le retrait de la structure de déviation aux frais de Hale. Puis il s'assit. Le commissaire Briggs ne délibéra pas longtemps. Il était le genre d'homme qui formait ses conclusions au fur et à mesure que les preuves arrivaient plutôt qu'à la fin. Et au moment où Aldrich s'assit, Briggs avait déjà pris sa décision. Il regarda ses notes. Il regarda le journal qu'Agnès Tully tenait toujours sur ses genoux. Il regarda les documents d'arpentage d'Edmund Ware sur la table. Puis il dit, sur le ton d'un homme lisant un texte interne qu'il avait déjà fini d'écrire, « Les preuves présentées à cette commission établissent avec une prépondérance claire que les droits d'eau sur la rive nord de Larkspur Creek pour les 4 premiers miles appartiennent à la propriété Mercer par revendication antérieure, relevé établi et accord historique entre les colons fondateurs de la vallée. La structure en question est une modification non autorisée du débit d'eau sur les terres de Mercer. L'intimé est condamné à retirer ladite structure dans les 30 jours à ses propres frais. Les droits d'eau sont par la présente confirmés au nom de la propriété Mercer, et toute interférence future avec les droits d'eau sera soumise à toutes les sanctions applicables en vertu de la loi foncière territoriale. Il posa son stylo. L'affaire est jugée. Il le dit de la même manière qu'il avait tout dit. Sans drame, sans performance. La salle n'explosa pas. Elle expira. C'était la seule façon de le décrire. Une longue expiration collective, comme une pièce qui s'était retenue et pouvait enfin se laisser aller. Evelyn resta très immobile à la table. Elle entendit Walt quelque part derrière elle faire un son bas. Elle entendit Agnès Tully dire quelque chose doucement à Ruth. Elle entendit les pieds des chaises gratter, alors que les gens commençaient à bouger. Elle ne bougea pas encore. Elle s'assit, les mains à plat sur la table devant elle, et regarda le banc du commissaire, maintenant vide, parce que Briggs était déjà reparti par sa porte latérale. Et elle pensa au mot « juger », à la façon dont il atterrissait, à son poids spécifique. De l'autre côté de la pièce, Victor Hale se leva, boutonna sa veste, dit quelque chose de calme à Roar, et sortit par les portes principales sans la regarder. Ni vite, ni lentement, juste parti. Comme un homme qui avait accepté sa défaite en privé et avait l'intention de la gérer en privé, ce qui était peut-être la seule chose digne à son sujet à ce moment-là. Aldrich posa une main sur son bras. « Evelyn, dit-il, c'est fini. » Elle le regarda. « Oui, dit-elle, c'est fini. » Elle se leva. Ses jambes étaient plus stables qu'elle ne l'avait prévu. Elle se tourna pour trouver Cole et le trouva déjà là, ne se précipitant pas, n'en faisant pas un événement, juste debout à proximité, comme il s'était positionné tout au long, présent sans s'imposer. « Vous avez entendu ?» dit-elle. « J'ai entendu, dit-il. » Elle le regarda, et il n'y eut rien que l'un ou l'autre ait dit pendant un moment qui soit adéquat. Alors ils ne dirent rien. Walt traversa la foule et lui tapa sur l'épaule avec une main qui tremblait légèrement, ce qui était le plus ému qu'elle ait jamais vu le vieux contremaître. Et elle posa sa propre main sur la sienne et la tint une seconde. Josiah Rhee apparut au bord du groupe, le chapeau à la main, l'air d'un homme qui venait de poser quelque chose de lourd et ne savait pas encore quoi faire de ses mains vides. « Monsieur Rhee, » dit Evelyn. Il la regarda. « Merci, » dit-elle. « Ce que vous avez fait aujourd'hui. » « J'ai juste dit ce que j'ai vu, » dit-il. Sa voix était rauque. « J'aurais dû le dire plus tôt. »« Vous l'avez dit quand ça comptait, » dit-elle. « C'est ce qui importe. » Il hocha la tête une fois, regarda le sol, et se glissa de nouveau dans la foule, avant qu'elle ne puisse dire autre chose. Dehors, l'air d'octobre la frappa, comme un rappel que le monde existait,
au-delà des 2 dernières heures. La rue comptait une poignée de personnes qui étaient sorties de l'audience, debout en petits groupes, parlant sur le ton bas particulier, des gens qui digèrent quelque chose d'inattendu. Clara Bates traversa la rue vers elle. Elle vint rapidement, avec détermination, et quand elle atteignit Evelyn, elle lui prit les 2 mains. « Je suis désolée de ne pas avoir pu faire plus », dit Clara. Ses yeux étaient brillants. « Plus tôt, quand je t'ai parlé de Hale et de la banque, je voulais faire plus, et j'avais peur. »« Vous m'avez prévenu, » dit Evelyn. « Ça a compté. Quand même. » Clara lui serra les mains et lâcha. « Tu devrais être fier de toi. » Thomas le serait. Elle s'arrêta. « Je suis désolée. »« Non, » dit Evelyn doucement. « Je sais ce que vous alliez dire. »« Et oui, je pense qu'il le serait. » Clara retourna à son magasin. Evelyn resta un moment dans la rue, laissant l'air agir sur elle. Cole vint se tenir à ses côtés. Il regardait au bout de la rue, vers l'autre extrémité de la ville, où les chevaux de Hale étaient attachés devant l'hôtel. L'homme de Hale chargeait des choses dans le chariot avec l'efficacité particulière de quelqu'un à qui on avait dit de faire vite. « Il fera appel, » dit Cole. « Pas ici. Il portera l'affaire au niveau territorial. » Aldrich a dit qu'il pourrait le faire, dit Evelyn. Il a aussi dit que les notes d'arpentage de Ware rendent un appel territorial presque impossible à soutenir. Elle fit une pause. « Presque ?»« Presque, » acquiesça Cole. « Nous nous en occuperons si ça arrive. » Elle le regarda de côté. « Allez-vous quelque part ?» Il se tourna pour la regarder directement. « Je ne sais pas, » dit-il. C'était honnête d'une manière qui lui coûtait quelque chose. « Vous ne savez pas, » répéta-t-elle. « Je n'avais pas pensé au-delà d'aujourd'hui, » dit-il. « Je pensais à l'audience. » Elle le regarda. L'expression de son visage, la façon dont il se tenait, toujours légèrement à l'écart, même quand il était pleinement présent. Elle pensa à ce qu'il lui avait dit dans le froid obscur la nuit précédente. Sur l'endroit près de Yellowstone, sur Frank Dubrow, sur le fait de tout perdre dans le mauvais ordre, sur la façon dont une personne pouvait s'habituer à voyager léger, parce que voyager léger signifiait qu'il n'y avait rien à vous prendre. « Cole, » dit-elle. « Oui ? Vous avez réparé la clôture sud en 3 jours, alors que Walt disait qu'il faudrait 1 semaine et demie, » dit-elle. « Vous avez réorganisé la rotation pour que nous ne perdions pas plus de bétail que nous n'en avons perdu. Vous avez trouvé la déviation quand personne d'autre ne la cherchait. Vous avez trouvé Josiah Rhee quand personne d'autre n'aurait su où chercher. » Elle fit une pause. « Le ranch qui nous a amenés jusqu'à aujourd'hui, il est en partie à vous. Et le ranch qui vient après aujourd'hui a besoin de quelqu'un qui comprend ça. » Il la regarda un moment, puis de nouveau au bout de la rue. « Je suis un ouvrier, » dit-il. Mais la façon dont il le dit sonnait comme un homme essayant un argument dont il soupçonnait déjà qu'il ne tiendrait pas. « Vous êtes un homme qui a décidé de rester quand rester était plus difficile que de partir, » dit-elle. « Ce n'est pas rien. Ce n'est même pas proche de rien. » Une longue pause. La rue était calme autour d'eux. Le ciel au-dessus de Larkspur était du bleu pâle particulier d'un matin d'octobre. Immense, froid et indifférent, comme le ciel du Montana l'était toujours. Et en dessous, la ville vaquait à ses occupations. Et quelque part à l'ouest, le ranch Mercer reposait sur ses 10 000 acres, avec le ruisseau coulant bas mais coulant. Et dans 30 jours, quelqu'un démantèlerait une structure en bois à 4 miles en amont de ce ruisseau, et l'eau se déplacerait comme elle était censée le faire, et la terre commencerait à revenir. « Le billet de la banque, » dit Cole. « Celui que Crane a exigé. Je m'en occuperai, » dit-elle. « La décision de justice me donne le droit de contester l'accélération pour mauvaise foi. Aldrich pense que ce sera rejeté. » Elle fit une pause. « Ça prendra du temps, mais c'est gérable maintenant. » Il hocha lentement la tête. « Le toit de l'aile est fuit toujours, » dit-elle. Il faillit rire. Ce n'était pas un vrai rire. C'était une petite chose réelle qui traversa son visage brièvement et disparut. « Je sais, » dit-il. « Je l'ai regardé. Et la clôture du pâturage sud a encore 3 sections qui doivent être remplacées avant l'hiver. Je le sais aussi. Alors vous avez des choses à faire, dit-elle, si vous voulez rester et les faire. » Il la regarda alors, directement, sans la gestion prudente habituelle de ce qu'il montrait. Elle le regarda en retour de la même manière, sans performance, sans prétendre que la question était plus petite qu'elle ne l'était. Elle lui demandait de choisir, et ils le savaient tous les deux, et elle n'allait pas l'enjoliver. Il dit « Je veux rester ». 3 mots, non décorés, juste leur vérité. Dites par un homme qui avait passé des années à ne pas dire ce genre de choses, et qui en sentait le poids en les prononçant. Elle hocha la tête. « Bien, dit-elle.
Ils restèrent là dans la rue un autre moment, assez proches pour que le froid entre eux ait presque disparu. Puis elle dit, « Le chariot est attelé. Walt attend. Rentrons à la maison. » Et ils retournèrent vers le chariot. Et le palais de justice derrière eux contenait l'écho d'une décision qui ne pouvait être annulée. Et devant eux, la route filait vers l'ouest à travers les collines brunes vers le ranch. Et le ciel restait immense, froid et indifférent au-dessus, ce qui était bien. Ils n'avaient pas besoin que le ciel s'en soucie. Ils savaient l'un l'autre, et ils avaient la terre, et ils avaient le travail qui les attendait encore. C'était suffisant pour commencer. L'équipe démantela la déviation un jeudi froid de début novembre, 3 jours avant la date limite de 30 jours qui avait été donnée à Hale. Cole partit avec Samuel et Hector Vance pour assister à la démolition. Non pas qu'ils aient besoin de supervision, mais après tout ce que cette structure leur avait coûté, il semblait mal de la laisser disparaître sans témoin. Hale avait envoyé 4 hommes pour faire le travail. Silencieux, efficaces, personne qu'Evelyn ne reconnaissait de la vallée. Ils travaillèrent sans beaucoup parler et eurent enlevé le bois et la pierre avant midi. Quand la dernière pièce fut retirée, le ruisseau se déplaça différemment, presque immédiatement. Pas de manière spectaculaire. L'eau ne fait pas de spectacle pour un public. Mais Cole s'accroupit au bord et regarda le débit changer. Il sentit la pression augmenter contre ses doigts, là où il les tenait au bord. Plus fort. Pas encore ce qu'il devrait être. Portant encore les dommages de mois de débit réduit, mais se déplaçant comme il était censé le faire. Il se leva et regarda Samuel. « Ça prendra du temps, » dit Samuel. « Oui, » acquiesça Cole. Ils rentrèrent dans la lumière de l'après-midi, et Cole raconta à Evelyn ce qu'il avait vu. Elle écouta à la table de la cuisine, les mains enroulées autour d'une tasse de café, et elle ne dit pas grand-chose. Elle hocha simplement la tête, regarda par la fenêtre le pâturage nord, et dit « Bien ». Un seul mot. Mais la façon dont elle le dit portait le poids de tout ce qu'il avait fallu pour mériter ce mot. Le billet de la banque fut résolu 11 jours après l'audience, quand Aldrich déposa une contestation formelle de la clause d'accélération pour mauvaise foi. Ellsworth Crane, face à un argument juridique qui l'obligerait à expliquer son timing et sa relation avec Victor Hale en audience publique, retira l'avis d'accélération en 1 semaine. Il envoya une lettre par l'intermédiaire de son avocat, brève, formelle, sans excuse, rétablissant les conditions de remboursement initial. Evelyn lut la lettre, la posa sur le bureau de Thomas, à côté du titre de propriété foncière, et retourna au travail. Il y avait beaucoup de travail. Lair Ranch avait subi de réels dommages pendant l'été. Pas des dommages fatals, mais le genre qui se voit dans les détails. Le troupeau était plus léger qu'il n'aurait dû l'être en octobre. 2 des sections du pâturage nord devraient être réensemencées au printemps. Le bétail qui avait passé l'été avec une eau réduite mettrait une année entière à retrouver pleinement sa condition. Ce n'était pas de petits problèmes. C'étaient les problèmes d'un endroit qui s'était battu durement et avait gagné, et qui devait encore faire face aux coups du combat. Cole comprenait ce genre de rétablissement. Il l'avait vu échouer une fois sur ses propres terres parce qu'il n'avait pas eu assez de temps, assez d'aide, ou assez des bonnes décisions dans le bon ordre. Il le comprenait différemment maintenant. Pas avec l'optimisme désespéré de quelqu'un qui avait besoin que les choses fonctionnent, mais avec l'attention pratique de quelqu'un qui savait exactement ce qu'il fallait faire et était prêt à le faire. Il répara le toit de l'aile en octobre, y travaillant 3 jours avec Danny Puit, qui était devenu un ouvrier vraiment utile au cours de l'été. Comme le deviennent les jeunes gens quand on leur donne de vraies responsabilités et qu'on ne les humilie pas quand ils font des erreurs. Le toit tint bon lors de la première pluie de novembre, sans une seule goutte dans la chambre et, ce qui était une petite chose qui semblait grande. Il remplaça les 3 sections de la clôture sud avant que le sol ne gèle. Il réorganisa le stockage des aliments d'hiver avec Walt, et les deux eurent le genre de dispute tranquille sur l'arrangement du foin que les hommes qui se respectent ont quand ils ne sont pas d'accord sur des choses pratiques. Allers retours, aucun ne cédant complètement, se terminant par un compromis qui était probablement meilleur que l'une ou l'autre des positions initiales. La hanche de Walt lui fit mal pendant la majeure partie de novembre. Il ne s'en plaignit pas, ce qui était la façon pour Evelyn de savoir que c'était pire que d'habitude. « Vous devez voir le médecin », lui dit-elle un matin quand elle le surprit se déplaçant avec la lenteur particulièrement prudente de quelqu'un qui gère la douleur. « J'ai vu des médecins, » dit Walt. « Ils me disent la même chose à chaque fois. »« Que vous disent-ils ?»« Que j'ai 61 ans.
que je suis tombé de cheval il y a 5 ans et que je devrais me reposer. Il la regarda avec l'expression particulière d'un homme qui a atteint l'âge où il a cessé de prétendre trouver certains types de conseils utiles. Je me reposerai en février quand il y aura moins à faire. Vous vous reposerez maintenant, dit-elle. Cole et Samuel peuvent s'occuper de la rotation du matin. Walt la regarda un long moment. Le regard d'un vieux contremaître qui avait travaillé pour quelqu'un d'autre pendant 20 ans et qui était encore parfois surpris quand ce quelqu'un d'autre prenait une décision avec laquelle il ne pouvait pas argumenter. Thomas avait l'habitude de céder quand je poussais, dit-il. Je sais, dit-elle. Je l'ai vu faire. Walt faillit sourire. D'accord, dit-il. Quelques jours. Il prit 2 semaines, revint en se déplaçant mieux et ne la remercia pas pour cela, parce que Walt n'était pas fait pour ça. Mais il commença à réparer la charnière de la porte de la baraque qui traînait depuis 1 an, et elle comprit que c'était la même chose. Décembre arriva durement, comme le font les hivers du Montana, quand ils ont été patients assez longtemps. La première vraie neige frappa la vallée la première semaine du mois, et en quelques jours, le paysage qui avait passé l'été brun et désespéré devint blanc, immense et très silencieux. Le bétail se déplaça vers le pâturage d'hiver. Le ruisseau gela sur ses bords, mais continua de couler au centre, ce qui était ce dont ils avaient besoin. De la glace sur les marges, de l'eau en dessous. La façon dont les choses survivent dans les pays froids. C'est lors d'une tempête de neige, la 2e semaine de décembre, que Cole et Evelyn eurent la conversation qu'ils avaient contournée depuis la nuit avant l'audience. Elle était venue à la grange pour vérifier une génisse qui montrait des signes de travail précoce. Prématurée peut-être, bien que Walt pensait qu'elle pourrait s'en sortir si la nuit n'était pas trop froide. Cole était déjà là, assis sur un seau renversé près du box, observant la génisse avec la patience particulière de quelqu'un qui comprenait que certaines choses ne nécessitaient que de la présence. Evelyn s'assit sur une botte de foin à proximité. La neige frappait le toit de la grange par vagues, et le vent se déplaçait autour des murs extérieurs avec un son comme quelque chose de grand qui respire. Ils observèrent la génisse un moment sans parler. « Elle va s'en sortir », dit finalement Cole. Il le dit comme quelqu'un qui énonce un fait plutôt que d'offrir du réconfort, et elle apprécia la distinction. « Je le pense aussi », dit-elle. Une autre minute passa. « J'ai réfléchi », dit-elle. « À quoi ?» Elle le regarda. Il observait la génisse, les avant-bras sur les genoux, son chapeau repoussé sur la tête. Il y avait de la neige sur sa veste, qui fondait lentement dans la chaleur de la grange. « À ce qu'est cet endroit », dit-elle. « Ce qu'il va devenir. » Elle fit une pause, y réfléchissant. Quand Thomas était en vie, le ranch était son idée. Celle de son père avant lui, puis la sienne. J'ai aidé à le construire. J'y ai travaillé aussi dur que lui. Mais la vision de celui-ci était la sienne. Je savais ce qu'il voulait qu'il devienne. Elle regarda ses mains. Je le dirige depuis 6 mois maintenant, et j'attends toujours de sentir que je sais ce que je veux qu'il devienne. Pas seulement le maintenir en vie, pas seulement le défendre contre les gens qui veulent le prendre, mais le construire vraiment en quelque chose. Cole se tourna pour la regarder. « Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit ?» dit-il. Elle y avait pensé plus qu'elle ne l'avait dit à quiconque. Un troupeau plus grand, mieux géré. Pas plus de bétail que la terre ne peut en supporter, mais le bon nombre, en bonne santé, bien tourné. Le pâturage nord réensemencé correctement au printemps. Je veux construire un 2e système d'abreuvoir sur le pâturage sud, pour que nous ne soyons pas entièrement dépendants du débit du ruisseau pendant les années sèches. Elle fit une pause. Et je veux embaucher 3 hommes de plus d'ici le printemps. Des bons, qui resteront. Danny est bon, dit Cole. Danny est excellent, acquiesça-t-elle. Il a juste besoin de 2 ou 3 hommes à ses côtés qui savent ce qu'ils font. Cole resta silencieux un moment. C'est un vrai plan, dit-il. C'est le début d'un. Quoi d'autre? Elle le regarda. Je veux savoir si vous en faites partie, dit-elle. Pas comme un ouvrier, comme autre chose. La grange était chaude et sentait le foin, les animaux et la proximité terreuse particulière d'un espace de travail en hiver. La génisse bougea dans son box. La neige continuait de frapper le toit. Cole regarda le sol entre ses bottes un moment. Elle avait remarqué qu'il faisait ça quand il faisait face à quelque chose de réel. Il regardait d'abord le sol, comme s'il avait besoin d'une seconde pour se situer avant de pouvoir répondre à ce qui était réellement demandé. « Ce que j'ai dit devant le palais de justice, dit-il, que je voulais rester. Oui, je le pensais comme ça sonnait, dit-il. Pas seulement travailler, rester.
Il leva les yeux vers elle. « Mais je ne suis pas Thomas. »« Je sais que vous n'êtes pas Thomas, » dit-elle. « Je ne demande pas Thomas. »« Que demandez-vous » Elle réfléchit à la façon de le dire avec précision plutôt que facilement. « Quelqu'un qui me dit la vérité, » dit-elle, « qui travaille la terre parce qu'il croit en ce que nous construisons dessus, pas parce qu'il attend d'aller quelque part de mieux. Qui » Elle s'arrêta, recommença. « Quelqu'un qui choisit d'être ici chaque jour. Pas parce qu'il le doit. » Il la regarda longuement. « Je ne suis pas facile à connaître, » dit-il finalement. « Je ne parle pas beaucoup de ce que je pense. J'oublie de dire des choses qui ont probablement besoin d'être dites. Je suis meilleur avec une clôture qu'avec. » Il fit un geste vague vers l'espace entre eux. « J'ai remarqué, » dit-elle. « Ça ne vous dérange pas ?»« Cole, » dit-elle, avec la légère exaspération d'une femme qui a assez réfléchi à cela pour avoir dépassé le stade des questions. « Vous avez trouvé la déviation. Vous avez longé le ruisseau dans le noir. Vous avez convaincu Josiah Reed de quitter sa chaise pour entrer dans ce palais de justice. Vous avez réparé mon toit. » Elle fit une pause. « Vous montrez ce que vous voulez dire par ce que vous faites. Je comprends très bien ce genre de langage. » Quelque chose se passa sur son visage. Passe dramatique. C'était Cole. Rien de ce qu'il faisait n'était dramatique, mais réel. Le mur qu'il maintenait dans une position particulière se déplaça légèrement. Et ce qui se trouvait derrière était une personne qui avait été seule pendant longtemps et qui était sur le point de ne plus l'être. « Il y a quelque chose que je devrais vous dire, » dit-il. « Dites-moi, dit-elle. Quand je suis arrivé à Larkspur ce jour-là, quand vous m'avez trouvé à l'Abreuvoir, je n'étais pas juste de passage. » Il fit une pause. « J'avais entendu parler du ranch Mercer, de la mort de Thomas, de la situation. » Il la regarda attentivement, observant comment cela atterrissait. « J'avais travaillé dans cette vallée il y a des années. Avant votre arrivée, je savais ce qu'était la terre. Je suis venu parce que je pensais qu'il pourrait y avoir du travail. Et je pensais que ce pourrait être un endroit où il valait la peine de s'installer à nouveau. » Elle absorba cela. « Vous êtes venu exprès, dit-elle. Oui. Vous n'étiez pas juste un vagabond qui se trouvait à cet abreuvoir. Non. » Il soutint son regard. « J'aurais dû le dire plus tôt. Je ne savais pas comment le faire sans que ça sonne comme quelque chose que ce n'était pas. » Elle y réfléchit honnêtement, à la façon dont ça aurait sonné les premiers jours. Un homme qui s'était présenté en sachant qui elle était et ce à quoi elle faisait face. Elle pouvait voir pourquoi il l'avait gardé pour lui. Elle pouvait aussi voir qu'il le lui disait maintenant, ce qui était le choix qui comptait. « Vous êtes resté parce que vous le vouliez, dit-elle. Pas parce que vous n'aviez nulle part où aller. Oui. Et le reste, tout depuis, c'était réel. Tout, dit-il. Chaque parcelle. » Elle le regarda un moment. Puis elle dit « D'accord, d'accord, » répéta-t-il. « C'est tout ce que j'avais besoin de savoir, » dit-elle. La génisse fit un son bas dans le box, et Cole se leva et la vérifia. Et le travail qui avait semblé précoce s'avéra être à l'heure. Un peu avant prévu, mais pas dangereusement. Et au moment où la neige s'était calmée dehors, et que le vent était tombé à un murmure contre les murs de la grange, il y avait un veau sur le foin qui n'était pas là avant. Mouillé, clignant des yeux, et essayant déjà de se tenir sur des jambes qui n'étaient pas encore sûres de leur fonction. Ils se marièrent en février, comme les gens des pays froids font parfois les choses en hiver, pratiquement sans attendre un meilleur temps. Aldrich vint de Billings et fut témoin. Walt se tenait à côté de Cole, portant une veste qu'Evelyn était certaine qu'il avait empruntée à quelqu'un parce qu'elle ne l'avait jamais vue auparavant. Agnes Tully vint avec Ruth, le journal en cuir sur ses genoux, bien que personne ne lui ait demandé de l'apporter. Elle l'apporta parce qu'elle croyait en l'enregistrement des choses. La cérémonie eut lieu dans la maison principale, dans la pièce de devant que Thomas avait toujours eu l'intention de meubler correctement et n'avait jamais tout à fait fait. Elle était encore sobre. Une table, quelques chaises, le poêle en fonte travaillant dur contre le froid de février. Pas le décor que quiconque aurait conçu. Juste le décor qui était là. Evelyn portait sa propre robe, pas noire. Elle avait été délibérée à ce sujet. Une laine vert foncé qui était dans sa malle depuis 3 ans, achetée lors d'un voyage à Billings, qu'elle et Thomas avaient fait avant que tout ne se complique. Elle ne l'avait jamais portée. Elle l'a mis ce matin-là et se tint devant le miroir de la chambre un long moment. Et ce qu'elle ressentit n'était pas exactement du deuil, et ce n'était pas non plus de la joie pure. C'était quelque chose de plus compliqué que les deux. Le sentiment d'une personne qui se tient à un vrai seuil et qui est assez honnête avec elle-même pour savoir que les seuils font toujours face à 2 directions à la fois. Cole se tenait dans la pièce de devant dans une chemise propre et sa veste la moins usée.
Et quand elle descendit les escaliers, il la regarda comme les gens regardent les choses auxquelles ils ont l'intention de prêter une attention particulière pendant longtemps. « Vous avez l'air » commença-t-il. « Ne dites pas quelque chose de facile, » dit-elle. Il faillit sourire. « J'allais dire que vous avez l'air de vous-même. » Elle y réfléchit. « D'accord, » dit-elle. « C'est exact. » La cérémonie fut courte et simple, et les mots qui comptaient furent dits et attestés. Et après, Walt versa quelque chose d'une bouteille qu'il avait aussi apparemment empruntée à quelqu'un. Et ils se tinrent dans la pièce de devant de la maison sobre, sur la frontière du Montana, en février. Et c'était pas élégant, et c'était pas ce que quiconque aurait prévu, et c'était exactement ce que ça devait être. Le printemps arriva comme il arrive toujours dans ce pays. Pas doucement, mais avec insistance, poussant à travers la dernière résistance de l'hiver, avec une sorte de force obstinée qui semble personnelle. La neige se retira d'abord des pentes exposées au sud, puis du fond de la vallée. Et puis le ruisseau, libéré de sa glace, coula avec la clarté de la fonte des neiges et la force de mois d'accumulation. Il coula correctement, sur les deux rives, comme il aurait toujours dû le faire. En avril, le pâturage nord montrait les premiers signes de vert sur ses bords. Pas rétabli, pas encore, mais le début du rétablissement, ce qui est une chose en soi. Cole fit le réensemencement en 3 sections, réparties sur les semaines selon ce que le sol permettait. Samuel et Hector Vance prirent plus de responsabilités à mesure que l'exploitation s'agrandissait. Danny Pewitt embaucha 2 hommes qu'il connaissait d'une équipe précédente. Jeunes, volontaires, pas assez expérimentés pour être fiers d'apprendre. Cole travailla directement avec eux, et Evelyn observa de loin certains jours, comme on observe quelque chose qui devient ce qu'on espérait qu'il serait. Elle essaie de ne pas mettre trop de pression en espérant trop ouvertement. Le système d'abreuvoir supplémentaire sur le pâturage sud fut construit en mai. Cole le conçut. Evelyn approuva l'emplacement et l'équipe installa la conduite ensemble en 4 jours par un temps qui ne pouvait pas se décider entre le printemps et les restes de l'hiver. Ça fonctionna. Pas parfaitement. Il y avait un joint qui fuyait dans la 2e section et qui dut être réajusté, et la pression du débit était plus faible à l'extrémité que ce que Cole avait calculé. Mais ça fonctionna assez bien, et à l'été, le bétail du sud avait de l'eau sur laquelle il pouvait compter, sans se disputer l'accès au ruisseau. Gus Fielder s'arrêta en juin, en passant sur le chemin du retour de la ville. Il se tint à la clôture, regardant le pâturage nord avec l'œil expert d'un homme qui sait à quoi ressemble une terre endommagée, et qui pouvait voir la différence. « Ça revient, dit-il. »« Lentement, dit Evelyn. »« Lentement, c'est bien, dit Gus. »« Lentement, ça veut dire que c'est réel. » Il repartit, et elle se tint à la clôture, regarda le pâturage, et pensa qu'il avait raison à ce sujet. Les choses qui reviennent lentement sont généralement les choses qui restent. Victor Hale déposa son appel territorial en mars, comme Cole l'avait prédit. Aldrich s'en occupa depuis Billings, et Evelyn n'eut jamais à comparaître personnellement. L'appel fut rejeté en juillet, silencieusement, sans drame, dans une décision écrite du bureau du commissaire territorial qui disait essentiellement que l'audience initiale avait été correctement jugée et que les preuves des notes d'arpentage d'Edmund Ware rendaient la question de la limite au-delà de tout doute raisonnable. Aldrich lui envoya une lettre avec la décision jointe et une seule ligne en bas. C'est la fin. Elle lut la lettre à la table de la cuisine, la posa et retourna aux comptes sur lesquels elle travaillait. Il y eut un moment, en sortant vers la grange ce soir-là, où elle pensa à Hale. Pas avec satisfaction, exactement, et pas avec une colère résiduelle. Plutôt avec l'observation détachée de quelqu'un qui a traversé quelque chose et en est sorti changé de manière qu'il découvre encore. Victor Hale avait cru, probablement sincèrement, que ce qu'il faisait était simplement l'ordre naturel. Que l'eau et la terre se déplaçaient vers les capables et loin des faibles, et qu'il n'y avait pas de dimension morale à cela, seulement la logique du pouvoir. Il s'était trompé à ce sujet. Pas de manière compliquée, juste trompé. Comme les gens se trompent quand ils confondent l'absence de résistance avec l'absence de valeur. Il avait rencontré de la résistance, et il avait perdu. Elle ne savait pas ce qu'il avait fait après. S'il avait redirigé son attention vers une autre acquisition. S'il était devenu plus prudent ou simplement plus patient. Elle n'y passait pas beaucoup de temps. Hale était quelqu'un qui avait occupé sa vie pendant une saison et qui faisait maintenant simplement partie de l'histoire de la Terre. Comme la sécheresse,
comme l'été maigre, comme tout ce qui s'était passé et avait été survécu. À l'automne, au premier anniversaire de la mort de Thomas, le ranch était quelque chose qu'elle reconnaissait. Pas la même chose qu'il avait été quand Thomas était en vie. Différent. Le sien maintenant, d'une manière plus difficile à expliquer qu'il n'y paraît, parce qu'il ne s'agissait pas de la propriété de l'acte, qui avait toujours été à son nom aussi. Il s'agissait de la vision de celui-ci, du plan, des décisions prises selon son propre jugement sur ce que cet endroit allait devenir et comment il allait y arriver. Celles-ci avaient toujours été en partie les siennes, mais maintenant, elles étaient entièrement les siennes, et cette distinction s'avéra plus importante qu'elle ne l'avait prévu. Elle se tenait sur la crête est, la même crête où Thomas avait été enterré, où la tombe était toujours, marquée d'une pierre qu'elle avait fait venir de Billings au printemps, et elle regarda la vallée dans la lumière de l'après-midi d'octobre. Le troupeau était en meilleures conditions qu'il ne l'avait été en 3 ans. Le pâturage nord était revenu plus loin qu'elle n'osait l'espérer. Le ruisseau coulait comme un ruisseau était censé couler. La baraque abritait 5 hommes qui venaient travailler chaque matin sans qu'on le leur demande 2 fois. Et 2 d'entre eux, Danny Puit inclus, avaient commencé à parler de la possibilité d'un avenir pour eux dans cette vallée si l'exploitation continuait de croître comme elle le faisait. Cole monta la crête derrière elle. Elle l'entendit avant de le voir. Le son particulier de sa marche, qu'elle avait appris comme on apprend les sons d'une maison où l'on a vécu assez longtemps pour l'aimer. Il vint se tenir à ses côtés. Ils regardèrent la vallée ensemble un moment. Walt dit que le bétail du pâturage sud a un meilleur poids à l'approche de l'hiver qu'il n'en a eu en 5 ans, dit-il. Je sais, dit-elle. Il me l'a dit 3 fois. Il est fier du système d'abreuvoir. Il prétend que c'était son idée. Cole faillit rire. Cette petite chose réelle qui traversa son visage brièvement. « Laissez-le, dit-il. » Elle s'appuya légèrement contre lui, et il n'en fit rien. Il resta simplement où il était, solide, présent. En dessous d'eux, la vallée devenait or et brune dans la lumière d'automne. Immense, indifférente et belle, comme seule une terre qui n'a pas besoin que vous la trouviez belle peut l'être. Le ruisseau captait la lumière là où il se déplaçait. Le bétail était de petites formes sombres dans le pâturage. La maison se tenait là où elle s'était toujours tenue, avec le toit de l'aile et tenant bon contre tout ce que le ciel décidait d'envoyer, et de la fumée sortant de la cheminée parce que quelqu'un avait allumé le poêle. Evelyn pensa à ce qu'elle aurait dit il y a 1 an si quelqu'un lui avait dit que c'est là qu'elle serait. Elle pensa qu'elle aurait dit « prouvez-le », non pas parce qu'elle doutait d'elle-même, parce qu'elle savait que ce ne serait pas simple, et elle voulait être sûre que quiconque le lui disait était honnête à ce sujet. Ça n'avait pas été simple. Ça avait été l'année la plus difficile de sa vie, et elle n'allait pas adoucir cela en quelque chose de plus facile à porter. La sécheresse, le vol d'eau, la bataille juridique et la peur qu'elle avait ressentie certaines nuits dans cette cuisine avec les comptes devant elle qui ne collaient pas. Elle n'allait pas prétendre que ce n'était pas réel. C'était réel. Ça lui avait coûté des choses qu'elle comptait encore. Mais voici l'autre chose qui était réelle. On découvre de quoi on est fait. Pas quand tout fonctionne, mais quand tout se brise et qu'on est toujours là à la fin. Prenant des décisions, choisissant à qui faire confiance, choisissant de se battre, choisissant. Quand le palais de justice a rendu son verdict et qu'un homme a dit qu'il voulait rester, de le croire. On découvre qui on est en regardant ce qu'on fait quand ça compte. Elle le savait maintenant. Cole se tourna pour la regarder de côté. « Vous pensez fort, dit-il. »« Ah oui ?» dit-elle. « À quoi pensez-vous » Elle regarda la vallée, toute cette chose large et respirante. « Que nous avons beaucoup de travail à faire avant l'hiver, dit-elle. Il hocha la tête. « Oui, et que ça ne me dérange pas, dit-elle. Le travail. Avant, ça me semblait parfois un poids. Maintenant, ça me semble juste ce qu'il y a à faire. » Il comprit ce qu'elle disait, sans qu'elle ait à expliquer les couches de cela. Il dit « ouais » de cette manière calme, et elle sut qu'il le pensait. Ils restèrent là un peu plus longtemps. La lumière baissa. La vallée devint d'un or plus profond, puis commença à s'assombrir, comme le font les soirs, régulièrement, sans hâte, en prenant son temps. Puis ils redescendirent la crête ensemble, de retour vers le travail qui attendait, et la maison avec de la fumée sortant de la cheminée, et la terre qui était à eux pour construire. Aussi longtemps qu'ils seraient prêts à construire. C'était suffisant, plus que suffisant, c'était tout.